Hello, bienvenue dans le nouvel épisode du podcast Just in Tuned. Pour l'épisode du jour, je suis allée à la rencontre de Émilie Gonneau. Émilie est une serial entrepreneuse. D'abord fondatrice de Unicum Music, qui fait du management des éditions musicales et qui est aussi un label, elle a cofondé par la suite New Agency, qui est une agence de stratégie et de communication digitale spécialisée musique et culture. Émilie a aussi fondé La Nouvelle Onde, elle est experte sur le programme européen Jump, elle est membre du comité éditorial du MAMA Festival et Convention, elle est maîtresse de conférences à la Sorbonne, prof à l'EMIC et elle est aussi autrice du livre L'artiste, le numérique et la musique paru aux éditions de l'IRMA. Est-ce que, au son de ma voix, vous entendez mon sourire qui remonte jusqu'aux oreilles ? J'espère, parce que c'est vraiment le cas. Enregistrer cet épisode avec Émilie a juste été un énorme privilège. Il faut savoir que je suis le parcours d'Émilie de loin depuis un peu plus de 4 ans. Et elle a été, depuis ce temps-là, une vraie source d'inspiration. Et c'est toujours le cas, puisque Émilie ne s'arrête jamais. Alors, les trésors que vous allez découvrir tout au long de cet épisode, c'est juste 15 ans d'expérience, à la fois au sein de maisons de disques, en tant qu'entrepreneur, en tant que manager, en tant qu'autrice, en tant que professeure, conférencière, en tant que tout ce qui fait que Émilie est juste une personne hyper inspirante et reconnue dans la filière musicale. Pour les plus impatients, on parle de management, on parle de créativité, on parle de formation, on parle d'information, de transmission, on parle de partage, on parle de la scène, on parle des éditions, on parle de tout ce qui englobe la carrière de Émilie et toutes les cordes qu'elle a à son arc. Il y a tellement de choses à dire et j'ai encore tellement d'autres questions à poser à Émilie que je l'espère, nous tournerons un autre épisode prochainement. Pour celui-ci, vous allez en prendre déjà plein les oreilles et je trouve ça génial. Je vous laisse et je vous souhaite une bonne écoute. Salut Émilie. Salut Justine. Ça va ? Comment ça va ? Bah, ça va et toi ? Parfait. Merci beaucoup. Merci, ouais, c'est ça. Merci beaucoup d'être avec moi dans le podcast aujourd'hui. Avec grand plaisir. Sans trop de suspense, je suis vraiment super contente de t'avoir. J'ai l'impression que je dis ça à chaque fois, mais là, vraiment, je suis trop contente. Parce que tu le sais pas, mais t'es genre ma mentor virtuelle depuis 2016. Donc, c'est trop cool. Ça, c'est un titre. Très touchée. C'est glorieux. Je pense que je peux mettre ça sur ma bio LinkedIn maintenant. Je pense. Ouais, tu peux y aller. Mentor virtuel. Voilà, sortez du bois. C'est ça. Appelez-moi, dites-moi, vous aussi. Ah, d'accord, avec plaisir. Oui, bah écoute, avec plaisir. C'était via le livre, notamment. C'est ça. Édité chez l'IRMA. Oui, ouais. Cool. C'est exactement celui-ci. Ouais. Mais du coup, je vais te demander de te présenter aux auditeurs, puisque moi, je te connais, mais pas encore eux. Très bien. Alors, donc je m'appelle Émilie Gonneau. Ça fait 15 ans que je travaille dans le milieu de la musique. J'ai commencé en maison de disque chez EMI, qui est maintenant Warner en France, et Universal dans la plupart des autres pays du monde. J'ai commencé donc chez EMI, mais à Londres, au siège, sur la coordination de projets du PDG Europe continentale, des groupes de travail, etc., avec les DG du pays. Et puis après, je suis partie dans la filiale française, j'étais chef de projet, donc j'ai sorti des disques, j'ai appris à sortir des disques physiques et un peu numériques, voilà, pendant 2 ans et demi. Donc Nora Jones, Coldplay, Viva la Vida, Maiden aussi, voilà, Pauline, Le Monde, pour du local, très très riche en enseignement. Et puis je suis partie et j'ai monté ma boîte qui s'appelle Unicum Music, qui à la base faisait vraiment surtout du management et des éditions. Maintenant, c'est aussi un label, Unicum, parce que je partais du principe que chaque artiste est toujours unique, et que ce qui m'intéresse, c'est pas de travailler forcément en fonction d'un seul genre musical, mais justement de repartir de ce qui fait la singularité de l'artiste. Et donc, c'était quelque chose qui était déjà en germe avant même que je le formalise un peu dans le livre que j'ai écrit en 2016, que j'ai édité, mis à jour en 2019, qui s'appelle L'artiste, le numérique et la musique, aux éditions IRMA, dont on parlait il y a 2 minutes. Et après, en fait,
J'ai aussi ouvert pendant 6 ans le bureau Europe d'un manager de réal américain, qui s'appelle Joe D'Ambrosio, qui manage Tony Visconti, qui a managé Joe Zock, Hugh Padgham, qui a fait le Sting, etc. J'ai monté en 2013 New Agency, qui est une agence de stratégie digitale, e-com, SCM, réseaux sociaux, avec Maud Seaton, parce qu'elle faisait du booking et un peu de réseaux sociaux à côté, et moi je faisais du management et des éditions et un peu de réseaux sociaux à côté. Puis on discutait, on était toutes les deux enceintes en fait de notre premier enfant, et on se disait ouais, mais je commençais à avoir des missions, ça tombe bien parce que je suis assise, je peux rien faire d'autre. On savait pas que ça préparait bien à la période de confinement, et je suis coincée chez moi, qu'est-ce que je peux faire, je m'ennuie, et donc on avait commencé à faire des missions, et puis on s'est dit mais en fait il y a un besoin, et donc on a monté New Agency. Et on a développé ça, on fait aussi des formations. Et puis, depuis 2013, donc, je suis aussi prof à la fac, à la Sorbonne. Donc maintenant, depuis 2 ans, 3 ans, je suis passée maîtresse de conférences associée à la Sorbonne en master administration et gestion de la musique. Donc, je donne des cours d'économie, de la musique enregistrée, de musique et d'innovation, les cours d'anglais en musique business, et je dirige une quinzaine de mémoires d'étudiants en master, en M2. J'interviens aussi à l'EMIC sur un cours de stratégie de développement d'artistes sur Internet. D'accord. Et puis, après, je suis chronologique, j'essaie de faire vite quand même. Après, en 2016, donc, j'ai écrit le livre, réalité en 2019, et en 2018, j'ai lancé donc la Nouvelle Onde, qui est un dispositif qui avait les prix Eleno, qui est devenu carrément un dispositif d'accompagnement de jeunes talents professionnels, de jeunes pros de la musique, de la filière musique de moins de 30 ans en France, même s'il y en a qui travaillent plein à l'étranger. Je suis aussi devenue mentor sur la première promo de MEWEM, le programme de mentorat de la Finlande, d'entrepreneuses de la musique. Et j'ai accepté de devenir experte sur un programme de 3 ans européen qui s'appelle JUMP, et qui est un accélérateur de projets qui est monté par 6 conventions. Donc, il y a Manchester On Convention, qui est toujours au début mars, MIL à Lisbonne, Art and Music Week à Athènes en juin, le MAMA en octobre à Paris, Nouvelle Prague à Prague, donc en octobre-novembre, et fin novembre, Line Check à Milan. Et donc, moi, j'ai coordonné un certain nombre de choses. Puis voilà, je crois que c'est à peu près tout. Enfin, j'oublie peut-être des trucs. C'est déjà pas mal. Et le podcast aussi. Et le podcast, mais de la Nouvelle Onde. Voilà, c'est pour valoriser. Parce que l'idée juste de la Nouvelle Onde, c'est mettre en lumière, en valeur et en réseau les jeunes professionnels de la musique de moins de 30 ans. Donc, l'idée, c'était, on fait des portraits, mais on fait aussi un podcast où je les fais intervenir sur leur métier, en fait. C'est pas une interview individuelle, parce qu'il y en a 40 par an, des personnes formidables à découvrir, mais c'est vraiment pour thématique. Donc, la première saison de l'année dernière, avec la première promo, on a fait les découvertes d'artistes, la promotion musicale, la chasse aux fantasmes autour du numérique, qu'est-ce qu'un label aujourd'hui, qu'est-ce qu'un événement réussi, la magie du live et les métiers de l'ombre, la médiation et l'action culturelle, et l'artiste entrepreneur, ou les artistes entrepreneurs. Voilà. Grande question. Oui, qui n'a pas été tranchée, c'est très bien de répéter la faire chaque année. Voilà. Je pense qu'il faut à chaque fois la réactualiser, celle-ci. On en parlera ensuite. Voilà, exactement. Ok. Voilà, je me suis présentée le plus court que je pouvais. Mais voilà. Ok, et donc tu arrives à faire rentrer tout ça sur ta bio LinkedIn, Insta, ça va, tu t'en sors? Je crois que j'ai fait un truc très générique, mais oui, à peu près. L'angoisse. J'essaie de t'imaginer devant ton ordinateur. Alors, qu'est-ce que je vais mettre? Comment je vais dire sur ma bio LinkedIn tout ce que je fais? Et je crois que j'ai mis des trucs génériques, genre autrice. Enfin, j'ai fait en bilingue quand même, parce que LinkedIn, quoi, mais je fais genre autrice, serial entrepreneuse. T'as mis entrepreneuse experte, je l'ai devant les yeux. Entrepreneuse experte, maîtresse de conf associée et autrice. Et effectivement, ensuite, c'est en anglais. Bravo. Voilà. Mais sinon, j'ai pas pu mettre les noms des entités parce que sinon, j'ai pas la place. Ouais, non. Voilà. Ok. Alors, première question. Oui. Pourquoi, comment est-ce que tu as débuté dans la musique? Parce que, encore une fois, sur ton profil LinkedIn, tu es quand même passé de L'Oréal, Dior à EMI. Que s'est-il passé?
Que c'est des belles choses. Oui. Alors on dit j'ai eu beaucoup de chance, mais alors, j'ai appelé beaucoup de chance, je sais pas comment on dit, j'ai attiré la chance. En gros, j'étais à New York chez Dior en tant qu'assistante chef de projet. C'était New York. On m'a proposé un job carrément parce que j'étais stagiaire et j'avais jamais réussi à dire oui parce que ça me stressait en fait. J'avais le sentiment que c'est pas ce que je voulais faire. Je me suis dit, tu sais quoi, t'as 25 ans, tout juste, là, t'es à la moitié du truc, t'as 1 an à New York, tu commences à aller faire tous les trucs que tu pourras pas faire quand tu rentreras des États-Unis. Et donc, j'ai commencé à aller à des concerts tout le temps. Et c'est là que je me suis rendu compte que c'était des métiers, la musique. Voilà, il a fallu que j'attende un quart de siècle pour me rendre compte qu'on pouvait travailler là-dedans et pas juste écouter la musique comme une ouf tout le temps et diguer. Et puis surtout, moi, j'étais déjà fascinée par un peu l'Internet et tout ça. Et donc, je me suis rendu compte que il y avait une économie, il y avait une industrie, voilà. Surtout aux États-Unis, hein, donc l'artisanat dont parlait Sarah Batuguet dans l'épisode numéro 9 de Just Tuned, et vrai, bien sûr, très forte en France. Mais aux États-Unis, on est vraiment c'est même pas l'industrie, c'est le business, quoi. Donc, bref, donc j'ai commencé à aller à des concerts, on dirait pas comme ça, mais je suis super timide, donc je me suis forcée à aller voir les artistes à la fin, quand c'était genre Kerenan, dans un tout petit endroit avec 10 personnes au chapeau, à dire voilà, super concert, voilà, c'est ridicule, mais ça m'a fait du bien. Et puis j'ai commencé à me faire des amis, et puis c'était, tiens, j'ai rencontré des gars qui faisaient de la super musique. C'est là je me suis dit, oh là là, si j'avais un label, ce serait génial. On était 3 dans la pièce, c'était The Bravery, genre 1 mois après, ils signaient chez Universal. C'était genre fascinant de voir le côté New York d'un coup, tout le monde veut signer l'artiste et puis on a commencé à faire le clip, tiens, t'as pas des potes, enfin bon, c'est devenu un peu un truc comme ça. Et je suis rentrée parce que mon visa avait expiré, je suis rentrée en Angleterre où mes parents vivaient à ce moment-là à Londres. D'accord. Je squattais le canapé familial dans le salon en me disant je faisais de l'intérim dans une boîte de coursier, je m'ennuyais comme un rat mort, c'était horrible. Et je me suis dit, il faut vraiment que je trouve un truc dans la musique. J'avais cette espèce de boule dans le ventre que j'arrivais pas à faire partir, mais je savais que c'était ça que je voulais faire, mais je savais pas comment parce que j'avais pas de contact, quoi. Et puis un jour, j'ai vu le patron d'Europe Continentale à l'époque, s'appelait Jean-François Cessillon, mais je sais pas, sur LCI, donc j'avais dû rentrer en France à ce moment-là, je sais pas quoi. Et il disait, voilà, en gros, oui, il y a du piratage, mais c'est aussi parce qu'on a peut-être vendu des trucs pas super, trop chers à des gens pendant longtemps. Et j'étais, enfin quelqu'un qui disait quelque chose d'intéressant. C'était un débat avec Pascal Nec, on était fin 2004. Et donc ça remonte, et ma mère britannique, côté typique, me dit, mais pourquoi tu ne lui écris pas? Je dis, c'est ça. Et puis j'ai fait, en même temps, qu'est-ce que je vais faire? Je vais rester intérimaire à détester mon truc. Ouais. Non. Donc j'ai mis 1 semaine à me dire, bon, allez, vas-y. J'ai mis toutes mes tripes dans cette lettre bouteille à la mer où j'ai dit, donc lettre papier. Voilà, je vous ai vu. Oui, papier, spontané, genre. Voilà, je vous ai vu à la télé. Non, mais super honnête, quoi. Genre, je vous ai vu à la télé, j'ai adoré ce que vous avez dit. Bon, pour telle et telle raison, quand même. C'est pas genre, my biggest fan. C'est pas ridicule. Et puis, j'ai dit, voilà, 4 langues, j'ai fait ça, voilà, mon CV en français et en anglais, voilà. Genre, je suis vraiment bilingue, je vous jure. Je suis vraiment franco-britannique. Et puis, ça tombait bien parce que le siège d'Europe Continentale était à Londres. Et donc, j'ai utilisé un coursier de la boîte de coursier où j'étais pour carrément livrer mon CV tant qu'à faire. Et j'ai eu la chance que l'assistante de JF donc n'ait pas jeté le truc à la poubelle et à lui donné. Et donc j'ai trouvé un mail dans mes spams Hotmail genre oui, bonjour la RH, bonjour, on n'a pas de poste pour vous, mais est-ce que vous voulez venir discuter? Donc moi je dis génial, je vais parler avec des gens de l'intérieur, quoi. Et donc j'y suis allée, j'ai faké mon arrêt maladie mon employeur. On peut le dire maintenant, c'est bon. Oui, le fait d'avoir bossé chez Dior et chez L'Oréal sur du maquillage m'a bien servi de feinter, tu vois, le truc de je suis très pâle, je suis vraiment très très pâle. Et je suis allée faire ce truc et oui, tant qu'à faire, j'avais 25 ans. Et donc 1 heure d'entretien. La fille me dit, voilà, il y a le RH Europe Continental, si vous voulez le voir. Oui, bien sûr, je sais qu'il n'y a pas de poste, mais avec plaisir, on va discuter. Voilà, et il m'a posé une question en mode de, OK, so what's the future of the music business? Et là, j'ai fait,
alors, je sais que je suis jeune et que ça vous intéresse, mais en fait, je suis pas prétentieuse au point de vous dire ça. Ouais. Mais voilà les choses que j'ai remarquées, qui sont intéressantes à suivre, etc. Ok, 45 minutes. Et puis il me dit voilà, il y a le patron qui est là, si vous voulez le voir, le gars de la télé quoi. Et je fais ah oui, ok, d'accord. Ok, Puis ça n'a pas d'accord. duré très longtemps. Il m'a dit voilà pourquoi tu veux bosser dans la musique. Donc c'est bête, mais j'avais pas du tout préparé cette question. C'était tellement évident. Je sais pas, je T'as fais de la répondu quoi? musique, j'écoute. Ben, j'ai dit que j'ai écouté, je faisais ça tout le temps de 17h à 4h du mat tous les jours, du lundi au dimanche, donc autant être payé et faire ça de jour, quoi. Mais voilà, et puis il me dit ok, et puis bah, une semaine après, ils m'ont rappelé. Pareil, mail en spam, donc heureusement que j'ai regardé mes spams. C'est clair. Et c'était pour me dire voilà, on attendait de créer un poste avec la bonne personne. C'est toi, voilà ton contrat, tu vas coordonner les projets du patron Europe continentale. On t'attend lundi, salut. Énorme. J'étais là, quoi. Donc je suis sortie là, genre super gêne. Et puis je suis sortie, et puis dans la rue, j'étais là. Ah mais ouais, parce que, pardon, j'ai donné des coups de fenêtre à tout le monde, pardon, mais j'étais trop ouf, quoi. Tu m'étonnes. Voilà, et j'ai commencé le 31 janvier 2005. Ok. Voilà. Et en gros, pendant 2 semaines, on avait les business reviews donc de chaque pays qui venaient expliquer comment faire son PNL, son profit and loss sheet, son comment ça s'appelle en français, enfin son compte d'exploitation. Donc c'était genre des stratégies de signature et tout, c'était fascinant. Donc moi j'étais là genre wow. Et puis 2 semaines après, j'avais rien à faire. Et donc je me suis occupée, j'ai fait des espèces d'analyses de roster, j'ai dit ce que je peux appeler tous les DG d'Europe, et il m'a répondu the sky is the limit. Donc ça m'a vachement. Voilà, je ne marche bien qu'en carte blanche, donc ça m'a bien convenu. Et du coup, je me suis fait une espèce de carte des Indés en Europe, j'ai fait plein de trucs comme ça. J'ai monté plein d'outils parce que je voulais tout comprendre. Okay. Et il m'a dit, ça tombe bien parce que c'était un test. J'étais, si t'avais rien foutu, t'étais viré. J'étais, c'est cool. Okay. Et puis, non, j'avais fait plein de trucs et c'était des outils qu'on a utilisés. Et puis voilà. C'est comme ça que ça a commencé. Ouais. D'accord. Voilà. Ouais. Et donc, tu y es resté un peu plus d'1 an, c'est ça 15 mois. Okay. Et puis après, il m'a dit tu commences dans 2-3 semaines chez Yamaha France, chef de projet. Donc, j'ai rien négocié du tout. J'ai pas choisi grand-chose. Moi, j'étais allée en Afrique du Sud, parce que c'était une grande zone, quoi. Ouais. Et en fait, non. Mais c'était la bonne décision parce que c'était la plus grosse filiale d'Europe continentale. Et donc, chef de projet, j'ai appris. J'avais fait du top-down avec le siège et voir un peu comment ça marchait au niveau des chiffres et tout ça, et puis des stratégies groupes. D'accord. Et puis là, j'ai appris à sortir un disque, en fait. Donc, le plan promo, la fab, le digital, parce qu'il y en avait déjà, l'image, coordonner les gens de la synchro, les gens du commercial, bien sûr. Okay. Donc, le marketing, les budgets, tout. Enfin, en fait, il fallait absolument apprendre à faire de zéro à la sortie, quoi. Et donc, c'était super intéressant. D'accord. Et voilà, donc j'ai fait ça 2 ans et demi. Je suis partie en 2008. Pourquoi t'es partie ? Pour plusieurs raisons. Pour des raisons j'avais fait un peu le tour. Ok. Parce qu'il y avait que le disque. Et puis je voyais, c'était la principale raison, c'était ça. C'était genre il y a la musique enregistrée, mais il y a plein d'autres trucs. Et puis je voulais pouvoir développer des artistes depuis le départ. Pas juste au moment de la signature, mais vraiment d'où le fait que j'ai monté ma boîte et que j'ai surtout commencé à faire du management. Ok. Je voyais aussi qu'il y avait que les mecs qui se faisaient promouvoir. Donc c'est vraiment un hasard, hein. Je ne comprends pas trop pourquoi, mais voilà. Je suis revenue, je sais pas, quelques années plus tard, 2-3 ans plus tard, 4 ans plus tard, en tant que manager d'un groupe que mes collègues voulaient signer. Et on était 10 dans la pièce, avec que moi en tant que femme. Donc j'étais là, ah oui, c'est intéressant. Et pourtant, tu as des super chefs de projet, des super gens intéressants. Bon. Et puis, il y avait un plan social. C'était l'occasion de le prendre parce que suite à une agression sexuelle sur mon lieu de travail, je n'avais pas vraiment été protégée par mon employeur. Donc, je me suis dit qu'il était temps comme my way or the highway, comme on dit. Et du coup, je suis partie et il y avait un plan social notamment avec création d'entreprise pour certaines. Enfin, il y avait soit recherche salariée, soit création d'entreprise.
D'accord. Et donc, je me suis dit que j'allais faire ça et que, à partir de là, je n'ai plus jamais regardé en arrière. C'était bien d'être salarié, de voir comment ça marchait. Bien sûr. Et c'est encore mieux d'être à mon compte et d'être vraiment libre. Et puis même, c'est-à-dire que j'avais un N+1 qui était super. Enfin, j'en ai eu plein des N+1 super, mais j'ai eu un N+2 qui s'appelait Christophe Palatre, qui est toujours chez moi, qui était super. J'ai eu Thierry Daboville qui était vraiment génial. Mais c'est-à-dire, c'était tellement le truc où c'était tellement l'équipe que après je me disais c'est génial, c'est super collectif, mais j'avais besoin d'être plus comment dire, accountable quand je me plantais, quoi. Et je me suis pas plantée beaucoup. Mais quand même, et du coup, d'être à mon compte fait que c'est une pression que moi me fait du bien de me dire je dois réussir. Mais j'ai cette liberté aussi de déployer mes ailes et de faire des choses telles que je sens qu'elles doivent être faites. Et ça je pensais pas que ça irait jusqu'à ce qu'on me demande d'écrire un livre et des choses comme ça, tu vois. Mais l'idée est que quand t'as forcément quelqu'un au-dessus de toi qui va te valider des trucs, moi j'ai des choses qu'on m'a dites, je me suis dit mais je peux pas rester là, en tout cas plus. C'est-à-dire que c'était bien au début, mais là maintenant on m'a dit je sais que t'as envoyé un super plan marketing, en fait j'ai pas eu le temps de le lire. Ah ouais, non. Ou alors écoute, je sais que t'as des super idées, mais en fait mais on fait comme on n'a jamais fait ça, donc on fait comme on a toujours fait. C'est pas possible en fait, c'est pas possible. Donc après ça convient à certaines personnes, mais moins à d'autres. Moi ça me convenait plus. Et donc d'être à mon compte fait que j'ai pu aussi choisir avec qui je travaillais. Et ça n'a pas de prix, comme on dit. Donc alors le passage création d'entreprise, t'as pas eu peur, t'as été accompagnée, comment est-ce que t'as géré ça? Alors, j'étais accompagnée dans le cadre du plan social, parce qu'il y avait un truc avec BPI, c'est pas la BPI, c'était un cabinet qui s'appelait BPI. D'accord. Donc c'était bien. Après, il y a eu dans les staffs de ces équipes-là, et puis voilà, il y a eu des petites choses où j'ai dû me battre un peu pour que j'obtienne ce qui m'était dû. Mais du coup, ça m'a obligée à clarifier pas mal de choses. Et du coup, il y avait des formations qui étaient associées à ça, sur l'exploitation, le business plan, tous ces trucs-là. D'accord. Donc après, c'était des formations quand même très génériques sur de la création d'entreprise générique. Donc quand je suis allée voir ma banque, genre bonjour, alors oui, je vous ai mis un business plan, genre je suis une artiste, je vais sortir des trucs, mais pas de business model au départ, parce que je suis manageuse en plus. Donc c'est un pourcentage de ce que font des gens, puis il y a du développement pendant 2 ans, ils étaient là. Mais bon, il y avait ça quand même qui fait que j'étais pas complètement toute seule dans la nature. Ce qui m'a vachement aidé, c'était le bilan de compétences. Je peux pas recommander assez vivement aux gens de faire ça. Et puis après, c'était de la débrouille, quoi. Et moi j'adore ça. Donc je me sentais revivre et du coup j'avais plein d'idées. Et puis c'était des connexions humaines. T'apprends aussi des gens où tu dis ah oui, ça va peut-être pas le faire, et puis ça le fait à fond. Et puis d'être toute seule sur plein de trucs, tu te débrouilles beaucoup plus. Et puis après, ça s'est pas fait du jour au lendemain. C'est-à-dire que entre le moment où je suis partie en 2008 et où j'ai monté la boîte en 2009, il y a eu presque 1 an. D'accord. 1 an pendant lequel j'ai décidé d'être sur le conseil syndical de mon immeuble, de devenir présidente du conseil syndical, de me plonger dans le droit de la copropriété et me dire c'est beaucoup plus facile de créer une boîte. Donc voilà. J'ai monté ma boîte, c'était beaucoup plus cool. Je m'attendais pas à cette réponse. Ok. Voilà. D'accord. Et tu l'as monté en structure juridique, en fait. Est-ce que tu as, pour le choix, parce que quand même une entreprise de management, tu proposais pas d'édition au départ? Non, pas encore? Si, en fait, au départ, donc c'était d'ailleurs le nom, la raison sociale, c'est Unicum Management Publishing Consulting, le truc beaucoup trop long, mais j'étais en 2009 et j'étais pas encore là-dedans. En fait, c'était donc du management, des éditions et du conseil. D'accord. Du consulting. J'ai tout début, pendant que je montais la boîte, j'ai commencé à manager une artiste et je me suis mise en auto-entrepreneuse. D'accord. Très rapidement, mais ça a duré 3 mois et après j'ai monté la boîte et au départ j'étais avec un associé.
D'accord. qui s'appelle Maxime Lénic, qui est compositeur, qui était en Chine à ce moment-là, mais on avait vraiment un réseau hyper complémentaire. Et puis en fait, donc ça c'était en 2009. Et puis au D'accord. bout de 2 ans, en fait, je lui ai racheté ses parts. Parce qu'en fait, on s'est rendu compte que c'était pas la façon optimale de bosser ensemble. Et qu'on bosse toujours ensemble, il est compositeur, on fait plein de trucs cool, mais qu'en fait, c'était beaucoup plus adapté que moi je rachète ses parts, que du coup ce soit genre ma boîte et qu'on bosse ensemble différemment. D'accord. Donc voilà. Mais ça fait partie des trucs qu'on apprend. C'est que la structure juridique qu'on choisit, elle définit beaucoup de choses, mais c'est pas une chose en soi. Et c'est pas parce que genre c'est forcément une SARL ou une SAS ou ce qu'on veut que c'est forcément bien dans l'absolu. Il faut que ça corresponde. Et puis après les gens évoluent en fait. C'est-à-dire que surtout si on fait des choses avec quelqu'un d'autre ou plusieurs personnes, c'est comme un groupe, donc ça va évoluer. Et la seule chose qu'il faut, c'est que la structure juridique soit adaptée à la configuration du moment et d'essayer d'anticiper les possibles évolutions. Les possibles évolutions, et donc quelle serait la forme juridique la plus gérable au vu de ces adaptations possibles. D'accord. Voilà. Parce que en fonction de certains statuts, ça te coûte une blinde de faire le moindre changement. Et puis d'autres, c'est beaucoup plus facile, sur les associés notamment. Donc, tu vois, c'est des choses que je savais pas du tout et que j'ai apprises sur le tas. Au fur et à mesure, sur le tas, au fur et à mesure de ce magnifique chemin. Donc voilà comment. Mais après, oui, je me rappelle très bien d'un jour, pour aussi répondre en anecdote à ta question. Il y a un moment, j'étais là, je suis en train de monter une boîte. Mais ça va pas. Genre, mais ça va pas. Le réveil. Non, mais t'es là, genre, tu te rends compte que là, t'es en train de faire un truc. Mais en même temps, comme c'était, je sais pas, genre, déposer un truc, tu vois, alors, trouver un nom. C'était par petites étapes, donc c'était pas. Ça faisait moins genre, oh mon Dieu, je suis en haut de l'Everest, quoi. C'était genre, je juste fais genre 1 mètre, quoi, ça va. Tu vois, puis en fait, c'est juste que tu y es, et une fois que t'es tellement loin, tu fais, mais. J'ai fait tout ça. J'ai fait ça, en fait. Je m'en suis surtout fait une montagne. C'était pas vraiment une montagne, mais je m'en suis fait une montagne. Oui. Donc, c'est grand classique. Yes. Voilà. Non, mais c'est vrai que à ma hauteur, parce que moi j'ai lancé simplement ma micro-entreprise et ensuite mon studio de musique, mon copain est en auto-entrepreneur aussi, parce qu'on travaille au sein de ce studio, mais chacun aussi un peu de notre côté avec nos projets différents. Bref, rien que de se nommer auto-entrepreneur, d'aller faire la démarche qui prend soit 15 minutes maintenant sur Internet, on se dit, je suis en train de sauter d'un avion sans parachute. Alors qu'en fait, pas du tout. C'est 15 minutes de ta vie. Et après, tu peux juste te facturer tranquillement. C'est tout, en fait, tu vois. Et alors, il y a 2 choses par rapport à ça. C'est que je me rappelle quand j'ai monté mon truc d'entrepreneur, mais c'est pas que ça pour 3 mois, mais 15 minutes, 3 mois. C'était vraiment, il venait de lancer le truc. Ouais. Donc, c'est vraiment encore moins de filet. Est-ce qu'il y a un parachute? On ne sait même pas. Vous verrez. Bien, dans le vide. Voilà. Mais effectivement, c'était vraiment pensé comme un complément de revenu. Donc, j'avais pas de revenu. Enfin, si, j'avais le chômage. Assez du ventures, comme on dit, mais j'avais, voilà. Et l'autre truc, c'est que je me suis rendu compte d'une chose, et c'est lié à ce que tu viens de dire, c'est que on sous-estime complètement le changement fondamental chez le collègue et client potentiel, du fait de juste dire ça y est, j'ai monté ma boîte et donc je suis officiellement manageuse, éditrice, ou j'ai ma boîte et je suis une boîte pour tel truc. Parce que en fait, même si pour nous c'est un cheminement souterrain, dans la tête des gens, ça n'est réel qu'une fois que on a officialisé le truc, en fait. Un peu comme le mariage. Vous voyez, on a. T'es en couple, t'es marié? Non, c'est pas la même chose. Là, t'es. Ah oui, et t'as un acte de naissance. Ah oui. Ou un acte de mariage. Oui. Ah oui. C'est acté quelque part, quoi. Donc, bon, c'est acté quelque part. Et là, c'est pareil. C'est-à-dire qu'il y a plein de gens. Je disais, je vais monter ma boîte. Et puis, quand j'ai dit, j'ai monté ma boîte, il y a plein de gens. Je disais, bon, on verra plus tard. Je dis, ah non, alors c'est bon. Oui, je vous attends. Donc ça, c'est s'il y a des gens d'ailleurs qui écoutent ce podcast et qui se demandent oh là là, comment je vais faire, mais en fait déjà il faut dire je suis ça, et en fait ça c'est 80% du boulot, parce qu'il y a plein de gens qui disent on attendait que tu le dises, voilà, il fallait juste le dire, le dire, ça veut dire qu'on a eu le temps d'y réfléchir et d'accepter qu'on était dans cette posture là, c'est ça qui fait
en psychologie ou en psychanalyse, je crois, c'est le fait de dire les choses qui fait qu'elles adviennent. Voilà. C'est ça. Que les poids s'en vont. Bah, c'est Voilà. ça, et puis C'est pareil. aussi, ça fait partie aussi de la force de persuasion et de se répéter les choses, ça ancre quand même quelque chose quelque part en soi et chez les autres, mais c'est tout un sujet. Et oui, effectivement, de se dire ça y est, je décide aujourd'hui d'être. Carte de visite. Ouais, voilà, sa propre carte de visite, de le dire à voix haute et de se présenter. Je m'appelle untel et dans la vie je fais ça parce que c'est ce que je veux faire. Et ben ok, go. Alors legal disclaimer, c'est pas parce que quelqu'un vous donne une carte de visite qu'il faut pas vérifier s'ils sont pas sérieux. Hein. Juste au cas où. Warning. Non, je rigole, mais warning. Non, mais c'est une petite boutade, mais oui, non. Voilà, c'est à partir du moment où on est prêt à assumer un truc. Non, mais oui, c'est vrai. Voilà. Bref, faites une belle carte de visite, mais il y a un truc sérieux derrière. Quoi. Oui, voilà. Tout à fait. C'était tout. Lancez-vous, mais bien. Thank you for coming to my TED Talk. Voilà. Ok, et donc puisque tu t'es lancée une première fois avec Unicum, comment tu le prononces? Unicum. Ça vient d'une boisson hongroise. D'accord. Qui a été faite au 19e siècle par un Hongrois, et un Austro-Hongrois, c'était en plein empire austro-hongrois. Il a amené ça à l'empereur, qui l'a goûté, et c'est un goût très spécial, mais qui a dit ça, c'est Unicum. Donc, et du coup, en fait, pourquoi ? Parce que j'ai fait un stage à l'Institut français de Prague en 2001 et qu'un week-end, le week-end de férié du pays de la ville, de la Saint-Venceslas, je suis allée faire un road trip en Hongrie, à Budapest, et il y avait une affiche de cette boisson qui est hongroise et qui était magnifique, et donc elle était accessible et je l'ai prise avec une copine et on s'est fait courser par des flics. Truc pas bien, mais cette affiche m'a suivi partout et quand je cherchais le nom, je voulais quelque chose pour montrer que c'était pas genre un genre musical, mais autour de l'éclectisme, mais pas que, c'était pas juste de la diversité, c'était quelque chose de qualitatif. Et du coup, voilà, ce poster est retombé sous mes yeux et j'ai fait bien sûr. Donc voilà. Non, mais le storytelling de ouf. On fait les choses qui ont du sens ou on les fait pas, quoi. Avec truc de ouf. Ok. Voilà. Et donc, il y a longtemps. Et comme t'as kiffé, du coup, t'as kiffé, je sais pas, mais comme tu as lancé déjà, du coup, Unicum, peu de temps après, t'as quand même confondé New Agency. Pour quelle raison ? Oui, alors 4 ans plus tard, quand même. Oui. Donc, c'est pas genre. Voilà. Mais non, c'est pas 2 mois après. Agency, ouais, quand même. New Agency, on a monté ça à côté de nos boîtes respectives avec Maud. Et donc, on a fait une asso. D'accord. 1901, pour vraiment tester le truc, en fait. D'accord. Et puis, on s'est rendu compte que ça prenait surtout sur le volet formation qu'on n'avait pas forcément prévu. Et en fait, l'activité a vraiment pu décoller quand on a pu mettre nos gamins en crèche. C'est pas compliqué. Et qu'on a trouvé, parce qu'on faisait genre mi-temps sur nos boîtes et mi-temps sur New Agency. D'accord. Et donc, voilà, c'était tout. On faisait tout 50-50. Et puis, donc ça, on l'a monté en 2013. Et puis, on a dissous l'asso en 2015. Quand Maud, elle avait plein d'autres activités, elle avait plein de choses à côté qu'elle voulait faire. Et du coup, elle est toujours sur New Agency, mais plus sur des formations, moins en mode temps plein. D'accord. Et du coup, donc, j'ai rapatrié l'activité sur ma boîte parce que c'était plus simple. D'accord. Voilà. Et du coup, ça centralisait tout et ça simplifiait absolument tout. Et du coup, voilà. Donc, et après... oui, on a développé donc du community management, de la stratégie digitale, numérique, des formations, des ateliers. C'est un peu toujours la même chose. Et après, sur la manière de fonctionner avec les gens nous appellent et nous disent voilà, on a besoin de ça. Et puis on discute et on se dit par rapport à notre expérience, est-ce qu'ils ont identifié tous leurs besoins, est-ce qu'ils ont mis les bons mots sur les besoins. Et souvent on propose passer un peu des packages, quoi. C'est-à-dire que souvent, c'est genre, on va faire un truc de la stratégie, nous, on va faire du community management du démarrage, on va dire, de lancement. Et puis après, on va les former pour que on n'a pas vocation à faire que les gens soient dépendants de nous. Bien sûr. C'est pas du tout. Et j'en parlais avec Clara, donc qui bosse, on bosse ensemble, elle bosse en freelance maintenant, elle est salariée. Elle est salariée depuis 1 an, mais on bosse ensemble. Chez New Agency ? Ouais. Okay. Et Unicum, du coup. Ok. Depuis
plus, je sais pas, depuis 2015. Ok. Oui, 15, non, 16, 2015. Voilà, j'étais enceinte de mon deuxième enfant, c'est comme ça que je date les trucs. Et du coup, elle, voilà, au début, on faisait beaucoup de. Oui, j'en parlais avec Clara, donc, et l'idée, c'est que je me suis rendu compte que on est finalement dans un modèle assez, sans vouloir nous jeter des fleurs, mais moderne ou en tout cas libre. Tu vois, on est sur un truc où on cherche pas à enfermer les gens. On n'a pas vocation à s'assurer que les gens vont être prisonniers d'un contrat ou d'un truc et qu'ils vont plus pouvoir faire quoi que ce soit sans nous. Notre objectif, c'est qu'il y a un maximum de gens qui disent OK, on bosse avec vous, on a appris des trucs, on leur a mis le truc, tu vois, un peu Mary Poppins, quoi. On a fixé le truc, on a mis les trucs un peu d'équerre et après, hop, on vous a formé et on vous laisse prendre la main et vous approprier vraiment votre projet, faire les trucs. Après, évidemment, si les gens disent non, mais en fait, j'ai juste vraiment pas le temps et j'aime bien bosser avec vous, ce qui arrive assez souvent. Bon, ok, avec plaisir, tu vois, mais c'est toujours sur la base d'une envie et jamais sur la base d'une contrainte ou par défaut. Et ça, c'est hyper important parce que je sais que c'est pas vraiment le modèle des agences. Oui. Mais c'est pas mon délire de faire des trucs à l'ancienne. Ok. Voilà. Tes prestations, parce que tes services, c'est au mensuel, c'est avec engagement sur une durée. Comment est-ce que tu fonctionnes? Alors, sur des formations, c'est de la formation, quoi. Donc c'est un nombre d'heures. Les gens, on est organisme de formation, donc c'est de la formation continue. Okay. J'ai besoin de refaire le topo ou pas besoin? Non, je pense que c'est bon. Voilà, les gens font leur prise en charge, voilà, avec un programme de formation, un devis, horaire, tout à place. Voilà. Et puis sur le reste, généralement, ça dépend. On fait des devis vraiment. Je déteste faire les devis, mais je les fais quand même. Sur la base des conversations qu'on a vraiment approfondies, au moins 1 heure avec les personnes qui viennent nous voir. Pour savoir si c'est vraiment un truc autour d'un projet, par exemple pour du lancement. Donc ça va inclure un module autour de la strat éventuellement, donc ça va être forfaitaire. Et puis du CM, ça va être un forfait pareil, ou ça va être un package forfaitaire, mais si c'est de la refonte digitale, c'est forfaitaire tout court. Et si c'est de la strat ou du CM, ça va être un forfaitaire mensuel. D'accord. Ça dépend aussi de la masse de travail, ça dépend de la complexité du projet, ça dépend des moyens aussi des gens. Oui, donc voilà. Et puis il y a des gens qui viennent nous voir en disant j'ai de l'argent, et puis genre j'ai 1 000 € et puis je veux faire ça. Et puis on écoute, on dit écoute, garde tes 1 000 €. Garde tes 1 000 € parce que le projet il est pas prêt. Donc, après, essaie de ne pas cliquer avec des gens qui vont juste le prendre et rien faire, mais nous, voilà, on veut faire qu'un truc si ça a du sens. Voilà. Et dans ces cas-là, pourquoi tu ne proposes pas du coup de la supervision de projet au sein de Unicum? Alors, qu'est-ce que tu appelles par supervision de projet? C'est-à-dire du coaching à distance? Ouais, si le projet n'est pas prêt, est-ce que tu le prendrais pas du coup en consulting? D'accord. Parfois, c'est vraiment très, très embryonnaire. Et là, c'est un truc que, en fait, il faudrait passer 1 ou 2 ans dessus. Et c'est plutôt sur le label, et je signe très peu sur le label. Et en management, je prends plus d'artistes en management parce que pas le temps quand même. Mais sur l'agence, on préfère. On fait parfois du consulting auto-horaire, il n'y a pas de problème. Et souvent, ça permet d'être un truc avant. Et souvent, on dit avant de faire un truc mensuel sur 6 mois, 1 an, faites un truc sur 4 mois intensif. Mais on se fait un point 1 heure ou 2 par mois, ou quand vous êtes prêt. Ça on le fait, ouais. Okay. Mais en fait, c'est tout bête, mais j'ai vraiment besoin de bien dormir la nuit sur mes 2 oreilles, et donc arnaquer les gens, alors que tu vois, leur demander de l'argent alors qu'ils n'ont pas besoin, ça me garde réveillée la nuit. J'ai vraiment pas besoin de tout. Donc pour ça, on fait des trucs vraiment adaptés aux gens, et seulement si on considère que ça sert à quelque chose. Voilà. Donc c'est pas
c'est pas aussi lucratif que ça pourrait l'être. Il y a peut-être qui ont moins de scrupules, mais c'est peut-être moins rentable. Mais nous, on préfère parce que c'est rentable en sommeil, donc c'est important le sommeil. Oui, déjà. Et voilà. puis, c'est vrai que j'en parle pas beaucoup ici, mais pour moi, c'est quelque chose de très important, c'est être aligné avec ses valeurs et être aligné avec ce qu'on fait. Parce que, mine de rien, si on crée notre propre travail, c'est parce qu'on aime ce qu'on fait. Et que de s'auto-polluer et de s'auto-faire un burn-out pour pas grand-chose, ça n'a aucun intérêt, en fait. Voilà. Donc, non. Ah oui, c'est ça. C'est très intéressant. S'auto-polluer avec sa propre conscience, t'imagines? Enfin, c'est mazou, quoi. C'est vrai. Ouais, non, c'est clair. Ça n'a, non. Bah, non. Non, mais c'est vrai, hein. Ouais. C'est vrai. Après, c'est dur aussi. Je sais qu'il y a quand même un équilibre à trouver entre des projets qui permettent de faire tourner la machine et des projets passion qui n'ont pas d'argent. Et puis, d'apprendre aussi à dire non. Parfois, on se dit, on a des projets, on veut tout faire, mais on peut pas. Ou même si on pourrait, techniquement, en fait, il faut pas. Et même si on saurait le faire stratégiquement, il faut pas le faire parce que santé mentale, bien-être, et puis juste peut-être que parfois il y a quelqu'un qui est mieux placé pour le faire. Et ça, il faut accepter. Voilà, ça, c'est important. Comment tu sais qu'il faut dire non? C'est quoi qui te parle? C'est ton intuition? C'est ton expérience? C'est quoi? Les deux sont très liés, parce qu'avant je ne m'écoutais pas. Si déjà j'estime que le projet il est pas prêt et que on va pas apporter grand chose, ou qu'en plus l'artiste par exemple ou le spectacle ou la salle dit non mais vraiment, et puis nous on sait qu'en fait ils ont des attentes complètement disproportionnées par rapport à la réalité et qu'on essaie d'expliquer non mais nous on intervient sur ça, attention. Oui, et puis qu'il y a du oui, puis on sait qu'en fait ils écoutent pas parce ils nous mettent sur un piédestal ou ils nous disent non mais ouais il faut qu'on commence là vite. Généralement je me dis oula, ça peut aller vite et bien, mais si je sens que ils n'ont pas forcément pris conscience de quel était notre métier, ça va être compliqué ensuite, même après, pour eux d'être contents et pour nous de sentir que le travail qu'on fait il est compris. Bien sûr. Donc ça c'est un premier truc. Et après il y a des gens après, faut qu'on comprenne la musique. Il y a des gens, ils sont formidables. Ils ont une démarche géniale. Mais si on comprend pas le truc et que ça nous touche pas, c'est compliqué parce qu'on va pas être les meilleures personnes pour le bosser. Bien il y a sûr. des gens qui sont venus nous voir et on a dit, mais en fait, vous devriez vraiment aller voir les gens qui sont spécialisés dans votre niche. Tu vois. Donc après, avec Clara et Maud, on est super éclectique. Donc on couvre quand même plein du classique au métal, au jazz, à l'électro, au rap, tu vois. Mais globalement, je sais pas, il y a quelqu'un qui était venu nous voir, elle avait un super projet mais de musique traditionnelle grecque. Je fais mais on n'est pas de cette communauté-là, si tu veux. Donc puis on parle pas grec. Il y a un moment, franchement, on va te donner les bases sur des trucs génériques et tout, pas de problème. On a fait du consulting, on a fait de l'analyse de projet. Mais pour aller démarcher, faire une stratégie, je dis, va voir la diaspora grecque. Bah oui. Mais je peux pas te dire plus. Parce que j'ai pas les codes, j'ai pas cette culture musicale-là, par exemple. Est-ce que cette personne-là s'est rendue compte qu'il fallait qu'elle travaille sa niche, son personnage, sa spécialisation musicale, un peu, on peut dire ça comme ça, mais est-ce qu'elle avait conscience de ça ou il a fallu que tu lui dises? Je pense qu'elle en avait conscience sans forcément le verbaliser. D'accord. Elle en avait. J'ai admiré qu'elle ait cette démarche de dire je veux me faire aider. Donc elle est venue nous voir comme ça. Ok. Et nous, c'est nous qui lui ont dit voilà, elle a tout à fait compris quand on lui a dit non mais c'est pas notre truc. Et après je pense que c'était juste peut-être de prendre conscience que ça elle l'avait elle. Ok. Parce que c'était son réseau. Et donc si jamais il y a des gens qui nous écoutent, qui adorent la musique traditionnelle grecque, je vous recommande d'aller écouter le groupe Nepheles, Nepheles, c'est super. Ok. Mais voilà, et la fille est super. Donc ok. Ils sont deux, mais voilà. Mais effectivement, c'était une très belle interaction humaine. C'est juste qu'effectivement, c'est pas parce que le projet est super et que la personne est super qu'on est les mieux placés pour le faire. Ok. Voilà. Ça me fait penser à l'épisode avec Xavier Collin où il dit clairement aussi qu'on n'est pas toujours le bon partenaire et qu'il faut aussi conseiller d'autres personnes. Écoutez les vieux comme nous.
écoutez-nous. Mais non. On le sait. Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est blague à part. Il va le prendre trop mal s'il écoute. Non, mais moi, je me mets dedans. Non, mais moi, je me mets dedans. Je sais. Moi, j'ai pas 20 ans, j'ai pas 30 ans, j'ai plus 30 ans. Donc j'ai 40 ans. Vraiment, écoutez-nous. on a peut-être moins d'énergie. Écoutez-nous. Voilà. Donc, non, mais c'est important parce que ça on gagne du temps sur ça. C'est qu'on sent si on sent si ça a un sens, si ça va le faire, et puis après on dit ce qu'on a à dire et puis les gens ils l'entendent ou ils l'entendent pas quoi. Mais ça c'est après ça c'est dans la gestion des gens avec lesquels, enfin des clients, j'aime pas ce mot, mais des gestions, voilà, des partenaires, des gens avec lesquels on bosse. Il y a des choses, on sait qu'on peut les dire maintenant, donc il faut qu'on les redise plusieurs fois et de manière différente pour que parfois ils sont pas encore prêts à l'entendre. Donc il faut gérer cet entre-deux jusqu'à ce qu'ils disent ah, mais ça c'est un grand classique. Je comprends maintenant ce que tu voulais me dire. Oui. J'y viens. Oui, non, c'est pas grave. Mais tant que le dialogue et la conversation elle est constructive et bienveillante, il y a pas de problème. On n'est pas obligé d'être totalement aligné sur tout. C'est à nous. Là, ça vaut pour moi en tant que manageuse label, etc., éditrice. C'est à nous de savoir. Voilà, choisir nos batailles et puis choisir aussi de savoir à quel moment les gens vont être prêts à entendre des choses et de dire bon ben j'avance sur ça en attendant et puis hop on met les choses aussi en place pour que les gens fassent ah oui, voilà, c'est tout. Je crois que j'ai déjà abordé ça avec dans un épisode, je ne sais pas si c'était avec Laura ou si c'est l'épisode qui sort demain avec Manuel, je me souviens plus. Mais effectivement, oui, on parlait bien de la transparence, mais qu'il y a quand même. Tu peux pas balancer quelque chose comme ça à ton artiste à brûle pour point. Je crois que c'était vraiment qui disait ça, sans faire. Cache. Ouais, tu peux pas balancer le truc, l'information comme ça à ton artiste ou même à qui que ce soit entre la poire et le fromage, hors contexte, parce que sous prétexte qu'il faut être transparent et franc et honnête. Il y a des formes, il y a des moments, il y a des explications, il y a une argumentation à avoir quand on travaille en équipe et aussi pas mal de communication non violente à ajouter, quoi. Oui, alors en plus il y a des choses très spécifiques aux artistes, c'est-à-dire que tu ne débriefes jamais un ou une artiste à la sortie de son concert, sortie de scène, jamais. C'est le pire moment, c'est-à-dire qu'ils ont la retombée d'adrénaline, ils ont juste besoin, même s'ils vont pas te croire, ils ont juste besoin qu'on leur dise c'était bien. Ok. Bien sûr que c'est perfectible, mais en fait, même s'ils savent, il faut jamais le faire à ce moment-là. Tu le fais au calme, une fois que l'émotion, elle est, tu vois, parce que c'est juste, c'est pas possible. Après, d'une manière générale, t'as des conversations qui sont, ça c'est un truc que j'ai appris vraiment en tant que manageuse, des conversations difficiles à avoir. Moi, ça me stressait de ouf, parce que c'était, je me dis, mais comment je vais le dire? Et puis, tu vois, moi, je suis un peu sensible, quoi. Donc, je me dis, là, mais c'est horrible d'avoir ces conversations. Et puis, j'oubliais, je pensais peut-être trop, enfin, il faut pas oublier que, voilà, un ou une artiste mettent leur trip sur la table, et ils disent jugez-moi. C'est hyper dur, quoi. C'est hyper dur. C'est quand même le truc le plus et violent et merveilleux et incroyable et courageux du monde, quoi. Tu vois, c'est donc la question, c'est moi il y a des gens qui me disent ouais tu vas me dire c'est nul. Je dis mais je dis jamais qu'un truc est nul. J'ai dit quand j'adore, mais si un truc est jamais nul en fait. J'essaie toujours de poser des questions pour savoir qu'est-ce que tu as essayé de faire. Est-ce que ce que tu as essayé de faire, si c'est ça ton objectif, alors comme ça, peut-être que tu pourrais travailler dans cette direction-là, ou peut-être changer ça légèrement, redoser le truc. Mais c'est pas genre un jugement de valeur, genre j'aime pas, c'est nul. Qui suis-je moi pour dire, tu vois, je suis aussi légitime que genre le kidam du coin. Tu vois, je suis une personne parmi d'autres. Et il y a toujours on peut pas plaire à tout le monde, mais on va toujours plaire à quelqu'un. Et ça, je pense que les gens l'oublient. Et les artistes l'oublient. Et donc, c'était une discussion que tu avais avec Sarah notamment, mais sur le fait de, voilà, on sort le truc tout de suite. Et en plus, il y a plein de gens qui pensent ils pensent le succès comme une espèce de truc, c'est du volume. Non. Oui. Le succès, et ce que j'essaye de distiller dans le livre, c'est qu'en fait, comment tu définis le succès? Comment tu définis tes objectifs? Est-ce que, en fait, la qualité, c'est-à-dire que tu peux avoir moins de monde, mais des connexions hyper fortes. Est-ce que tu es obligé d'être dans un moule du top 40 de la Major et de la tournée mondiale
avec des, bon, il y en a plus, hein, de toute façon, mais tu vois, ça correspond à certaines personnes. Est-ce que tout le monde est obligé d'être avec le marié, avec le mec bodybuildé du coin, Mister France? Je ne pense pas, tu vois. Et c'est la même chose. Donc après, c'est la question de comment est-ce qu'on arrive à avoir finalement d'accepter que c'est pas une absence de succès de ne pas avoir ce succès-là. Totalement. C'est juste s'approprier son succès et dire moi, ce qui me convient, c'est ça. Et dans la démarche créative, il y a plein de gens qui disent bon, je vais pas parler longtemps de ce que je fais. Ils résument leur musique en disant non mais bon, ils passent plein de temps à faire leur musique et après non mais bon, je fais un peu de musique et puis ils résument avec je fais la pop rock. Mais moi, j'ai envie que tu passes autant de temps parce que c'est important pour toi. J'ai envie de savoir pourquoi c'est important pour toi, quelle est ta démarche, pourquoi, tu vois, et définir un genre musical qui soit pas aussi générique que deux grands courants de musique sur des décennies pour que je me dise bon bah c'est une goutte d'eau non c'est cette musique là, c'est cet artiste là, c'est à ce moment-là dans sa vie, dans sa carrière et pourquoi. Moi après peut-être que je suis du genre un peu trop geekée sur tout et de toujours me demander pourquoi ça m'intéresse, mais je pense que c'est la base du storytelling et tu le sais toi-même, tu vois. Mais oui. C'est tu reviens à partir du moment où on fait quelque chose, on a pris donc du temps et de l'énergie, c'est que c'est important pour nous. Et à partir de là, c'est comme ça que tu définis ta démarche créative, ta démarche artistique, tes valeurs. En fait, tu définis tout ça comme ça. Et c'est très simple en fait, mais il faut juste accepter qu'on est qui on est. C'est tout. Voilà. C'est tout. Mais tu vois c'est long, mais c'est court. C'est même pas tout. Trouver son pourquoi. C'est en parallèle, on peut mettre le why de, tu sais, l'entrepreneur, de trouver son why. Mais ça, c'est spécifique à l'entrepreneuriat. Mais moi qui suis dans la musique et dans l'entrepreneuriat, mais les parallèles sont, la limite est hyper fine de pourquoi est-ce que tu fais ça, pourquoi tu es en train de créer ça, et c'est la base pas de chaque décision, mais de chaque pas que tu fais dans ton processus créatif, dans ta création de n'importe quoi en fait. Et ce pourquoi-là, c'est le moteur, c'est le sens, et c'est celui qu'on perd en premier quand on commence à s'égarer, et c'est celui qu'il faut toujours avoir quelque part pour retrouver son chemin. Et pour moi, c'est le socle, quoi. En fait, ce qui est intéressant, c'est que l'entrepreneur ou l'entrepreneuse et l'artiste vont forcément avoir des valeurs. Mais là où ça diverge, c'est que l'entrepreneur ou l'entrepreneuse va répondre à un besoin externe, alors que l'artiste répond d'abord à son propre besoin. Et cette différence-là fait que j'avais même rédigé un article comme ça, je pense en 2016, je crois, sur mon blog, sur pourquoi les artistes... Ouais, non, mais il est sur mon site, emigono.com, mais sur pourquoi les artistes ne sont pas des startups. Parce qu'il y a évidemment plein de trucs super... Enfin, tu vois, dans les côtés, je teste des choses, j'ai ma communauté, tout à fait, il y a plein de parallélismes. Mais il y a quelques années, il y avait cette tendance à dire, voilà, en gros, les artistes sont des startups, ou sont des marques. Ouais, mais attention. Et effectivement, j'étais dans un débat, j'ai écrit l'article suite à un débat à Sonic Vision au Luxembourg, qui était justement sur ça, et ce débat, cette conférence m'a fait vachement avancer personnellement. J'ai trouvé mes arguments, ça y est. Mais parce qu'effectivement, c'était cette intuition de dire non, c'est pas complètement pareil, et il faut faire attention. Il y a plein de gens qui basculent dans ça, et il y a plein d'artistes qui avant se disaient j'étais une marque, et maintenant je suis entrepreneur, et du coup qui partaient sur les mauvais KPIs, on va dire, tu vois, pour reprendre la nouvelle langue, mais qui disaient voilà, je regarde des stats, je regarde tu vois, et j'attends de savoir quel est mon marché pour savoir quelle musique je fais, et là ils basculaient complètement dans l'inverse de ce que t'es l'artiste. Et ça devenait le commerce, c'est-à-dire je crée une forme d'art, mais là on est dans une relation client, on n'est pas dans une relation artiste-fan. Tu vois, et c'était l'inversion des rôles et effectivement, quand tu dis que c'est hyper fin comme frontière, elle est effectivement très fine, cette limite, très ténue, mais c'est tout l'intérêt de cette limite-là. C'est que, évidemment, les artistes auront toujours et ont toujours eu à gérer, à équilibrer art et commerce, si on veut pouvoir en vivre. Bien sûr. Mais le jour où le commerce prend le pas, même dans ta tête, sur ta démarche artistique, c'est que tu as vrillé.
c'est que t'es où, attention, t'es du côté obscur du truc, et qu'il faut juste se dire, est-ce que je suis en train de faire ça pour les bonnes raisons ou pas? Et voilà. Donc on en revient à définir pourquoi est-ce qu'on fait de la musique, pourquoi on veut diffuser ce message-là. Tes tripes, tu reviens aux tripes. Ouais, c'est ça. Tu reviens et pas, c'est tu vois, quoi genre le message? calcul Excel et tout ça. Dans la tête, tu reviens aux tripes. Qu'est-ce qui fait que si tu ne le sors pas de tes tripes, si tu l'exprimes pas, pourquoi t'es pas bien? Ok. Parce que c'est comme un truc qui a besoin de s'exprimer, en fait. Ça a besoin de sortir. Donc après, on pense, oui, il y a des mots communs, genre sortir un disque, sortir un son, dropper. Je déteste drop a sound. Si tu le lâches, quoi. C'est salut, casse-toi la gueule. Non, mais je déteste ça. Mais ça, c'est en anglais. Mais tu vois, c'est genre sortir un son. Ok, on l'a sorti, on l'a exorcisé quelque part parce que ça nous hante. On a besoin qu'il sorte. Et donc, je comprends qu'entre le moment où l'artiste l'a créé et où ça sort effectivement ce temps nécessaire de la machine et des tuyaux, et ben c'est ça le plus dur à gérer en tant que manageuse avec des artistes et même en tant que label. Parce que mais j'aime le créer, j'aimerais que ce soit là tout de suite. Bien et sûr. C'est cette dynamique-là qu'il faut pas perdre, effectivement, cet élan. Parce qu'on reste dans l'humain, on reste dans les tripes, on reste dans le souffle, on reste dans le cœur, on reste dans... Et le jour où ça devient la tête qui prend un peu le dessus, peut-être qu'il faut aller dormir. Ouais. Tu vois, et peut-être se déconnecter, et pour se reconnecter, je ne fais pas de méditation, je suis pas gourou mais voilà, tu dors. Non, mais c'est juste des conseils simples de bien ne pas perdre de vue qui on est et pourquoi on fait les choses à titre personnel. Après, c'est très dur quand la machine, mais quand tu vois tous ces artistes qui disent en fait ça s'emballe, je vais faire un break. Angèle, Jane, Lompal, tous ces gens-là disent en fait c'est juste too much, quoi. Je peux pas, je deviens fou ou folle. C'est normal parce qu'il y a un moment, ils veulent revenir à l'essentiel. Ouais, créer. Voilà. Mais alors, 2 questions. Ce moment d'attente entre c'est créé et on travaille pour le sortir, c'est sorti, ouais. Comment tu le gères, toi, avec tes artistes? Comment tu gères tes artistes? Comment tu gères ce travail-là? Comment tu les rassures? Comment tu accompagnes ça pour pas que ce soit précipité et pas tomber à l'eau, mais tu sais que ça arrive un peu comme ça, alors que... Non, mais déjà je leur dis que je comprends. Déjà, je leur dis, je comprends exactement le truc. Je suis pas en train de faire genre, tu vois. Mais je leur dis, en fait, je ne les infantilise pas. Au contraire, je leur dis, c'est toi qui décides. Tu veux le sortir tout de suite, ça veut dire que c'est tel canal, c'est telle chose à faire ou pas à faire. Genre, il n'y a rien à faire, et tu monétises pas. Ou alors tu monétises. Si jamais tu veux faire ça, alors c'est plutôt autre chose. Mais c'est toujours les artistes. Depuis 10 ans qu'on bosse ensemble, mais même quand j'étais en maison de disque, j'ai essayé de faire ça, quand on me disait de faire autrement, et que je n'avais pas la même marge de manœuvre pour le faire autrement, mais c'est toujours vous, c'est l'artiste qui pilote, quoi. Moi, je manage, je gère, je me mets au service, après en tant que partenaire égal, mais je me mets au service de cette vision artistique-là et de l'envie de l'artiste. Donc, peut-être d'avoir fait quasiment que 5 ans, 3 ans de management à temps plein, fait que c'est vraiment mon ADN, c'est genre, que veut l'artiste? Après, si jamais j'estime que ça va sortir dans un moment où il y a personne et ça va être gâché, je vais leur dire. Je vais leur dire, bien sûr, je vais leur dire, écoute, c'est comme tu veux, mais si là tu veux sortir le truc le 3 janvier, déjà, envoie-moi tes masters. Et je vais te dire, une fois que j'ai les masters, quel est le rétro-planning et quelle est la deadline la plus courte que je peux te mettre d'un point de vue purement technique. Souvent, je leur explique aussi tout ce que ça implique. Parce que sortir, c'est pas juste magique. C'est genre, attends, il y a des codes exercés à faire, il y a des trucs, il y a des machins, il y a tel prestat. Donc, sans les saouler, je les forme un peu en leur disant, voilà, c'est comme ça que ça marche. Voilà le terrain. Voilà mon expérience fait que si tu as toujours plusieurs options. Maintenant, quelle est l'option que tu choisis, les aspects positifs, les aspects négatifs de chaque, et à partir de là, c'est l'artiste qui choisit. Si jamais l'artiste choisit quelque chose et que moi, dans mon intime conviction, c'est une erreur fondamentale, dans ce cas-là, je vais lui dire,
je suis désolée, je ne peux pas le faire. Trouve quelqu'un d'autre pour le faire et on arrête. C'est tout. Mais je prends mes responsabilités. Tu vois. Et donc, c'est pour ça qu'au moins, je sais que je ne fais que des choses auxquelles je crois. D'accord. Et il n'y a jamais vraiment une seule solution. Il y a toujours plusieurs solutions, plusieurs options super intéressantes. Et donc, il y a un moment, c'est l'artiste qui tranche. Donc, ça va, en fait. C'est cool. Mais je donne toujours les clés à l'artiste de choisir en connaissance de cause. Oui. De décider en connaissance de cause. Et du coup, puisque c'est l'artiste qui pilote son propre projet, ce qui est en soi hyper normal, est-ce que il n'a pas à prendre connaissance de ces clés? Est-ce que c'est pas hyper important et voire même indispensable que d'aller se former, d'aller poser des questions à des gens, que d'aller s'informer aussi sur l'écosystème, les droits, les devoirs de chacun, le fonctionnement de chacun, quelle langue on parle, avec qui on parle, de quoi on parle? Est-ce que c'est juste pas la base des bases pour essayer de protéger son projet? À fond. Et je pense aussi que même au-delà de protéger, je pense que c'est une question de s'assurer que l'artiste sera dans de tellement bonnes conditions qu'il ou elle va avoir de quoi construire quelque chose de durable. C'est ça le plus important. Parce que quand on a une optique label, c'était très frustrant pour moi quand j'étais en major. J'ai appris plein de trucs sur un disque, mais c'était un disque puis un autre. Le management et l'édition, c'est vraiment du temps long. Parce qu'on travaille une œuvre sur longtemps. On travaille des carrières qu'on développe. Donc, en tant que manageuse, ça a toujours été bon, mais regarde, moi, quand des gens me disaient je vais avoir un avis de quelqu'un d'autre, j'ai machin qui me donne. Moi, je suis vas-y. Que ce soit Émilie Chick, déjà depuis 10 ans qu'on bosse ensemble, Romane Santarelli, que je ne manage pas, que j'ai en label édition. Elle est suivie par la coopérative de mai à Clermont. Et dans le cadre de la coopérative de mai, ils ont mis en place des rendez-vous avec des pros, dont Myriam et Daïra du studio Diken, meuf géniale au passage, c'est Myriam, et sur plein de questions. Et même si Roman, on a signé en édition, la copée lui a dit va parler à Myriam sur les éditions. J'étais là, génial, vas-y, dis-lui bonjour de ma part, et je dis surtout, pose toutes les questions. Je crois qu'on a tout couvert, et même au moment de la signature, je disais, mais pose toutes les questions que tu veux, je ne veux pas que tu signes ce truc sans savoir. Tu me poses toutes les questions. J'assume entièrement tout ce que j'ai mis dans un contrat. Et je pense que c'est encore trop rare, ou en tout cas pas assez répandu, que des gens se sentent totalement à l'aise avec le contrat qu'ils sont en train de proposer aux artistes. Il y a des artistes qui aussi, mais parce que souvent il y avait cette idée que on signe, donc il y a des gens qui se sont fait arnaquer, il y a des gens qui se sont dit j'ai pas osé demander, c'est pas normal. Donc moi, je sais pas, ces gens, pose-moi toutes les questions. Alors, après, c'est peut-être un truc de prof aussi, tu vois. D'autres questions, mais les étudiants qui m'écoutent, oui, on connaît cette question. Est-ce que des questions, voilà. Mais c'est hyper important parce que c'est la base d'une relation professionnelle durable. Moi, mon objectif, c'est que, et comme avec l'agence, sur le label, je fais pas de contrat, je fais pas de pacte de préférence où les gens sont loqués en édition pour 5 ans, déjà avec une avance, ou je sais pas quoi. Je fais pas ça. C'est genre, je signe œuvre par œuvre. Pareil pour un EP, un truc, je sors un EP, je mets pas de clause sur la suite. D'accord. Je mets aucune option. C'est, on a bien bossé ensemble, et tu reviens me voir avec grand plaisir. Tu veux pas bosser cet EP, tu veux bosser autre chose, machin, tu veux bosser un autre truc, mais vas-y, ça me fait plaisir. Je ne bosserai bien que si jamais tout le monde a envie de bosser ensemble. Donc, mais ça, je me rends compte que c'est pas hyper fréquent. Après, je suis pas une méga grosse boîte et j'ai pas un truc où 100% de mon business c'est ça. Et donc, il y a des gens qui ont peut-être besoin aussi qu'il y ait des clauses pour amortir des investissements. Tu vois. Mais du fait d'être indépendante et d'être sur un truc d'artisan, donc, pour citer Sarah Batoguet, plutôt qu'un truc d'industrie, et je me reconnais beaucoup là-dedans, eh bien, voilà, je fais les taux les plus favorables que je peux par rapport à l'économie du projet et de ce que veut l'artiste. C'est du numérique seulement, c'est du vinyle, c'est du CD, etc. Et là, je parle du label. Et après, c'est vraiment... du coup, c'est beaucoup plus équilibré et on marche beaucoup mieux en confiance. Du coup, les conversations, tout ça se passe
de manière extrêmement apaisée en fait. Tu vois, c'est pas genre on doit parler. En fait, on arrive rarement au stade où, enfin même jamais au stade où oh mon Dieu, il faut qu'on se parle parce que ça ne va pas. Parce que au fur et à mesure, salut, ok, est-ce que tu es sûr? Enfin, tu vois, de vérifier, c'est tout, c'est même en dehors de la musique, c'est le principe même du consentement. Je suis très féministe et c'est très très applicable à tout en fait. Oui. Est-ce que tu es sûr que ça te va? Ok, t'es sûr? Bon maintenant, ok, option 1, option 2, la suite c'est ça. Est-ce que c'était toujours ok que ça taille? Ok, voilà. Et ça te convient, ça te convient plus? Et de pas prendre personnellement des décisions. C'est tu vois, genre de dire bah on rachète les parts de machin dans une boîte, on bosse ensemble ou finalement pas sûr que c'est le prochain truc. Il faut que les gens évoluent, c'est normal. Et si jamais on a une bonne conversation tout au long du truc et pas une fois de temps en temps, sans être tous les jours, alors vas-y. C'est pas ça, mais tu vois que les gens se sentent bien pour dire les choses, elles sont dites de manière beaucoup plus zen, beaucoup moins personnelle, et beaucoup plus constructive, qui fait que après c'est pas violent du tout. C'est genre cool. Tout est cool en fait, dans les deux sens du terme. Genre non, super et genre zen quoi. Ouais. C'est vraiment très important ce que tu dis et cette partie pédagogique et d'explication et de communication, c'est juste l'essence même d'une collaboration, ou en tout cas d'une collaboration, enfin de mettre toutes les chances de son côté pour que la collaboration fonctionne. Comment toi tu t'es formée? À qui t'as posé tes questions? Alors, quand je suis arrivée chez EMI, on m'a pas formée du tout. C'est un peu du bisutage même. Donc j'ai appris sur le tas, c'était super violent. Mais donc j'ai appris plein de trucs parce que du coup, finalement j'étais toute seule quoi. Donc ça c'était voilà, je fais ça à ma manière, quitte à créer des outils pour les autres. Et puis, mais au moins j'ai pas reproduit des codes. J'ai fait des trucs qui me convenaient. Donc ça, au final, c'était dur, mais puis ma sœur était très malade à ce moment-là. Je faisais 2 heures de trajet aller-retour. Enfin, c'était très compliqué à ce moment-là. J'avais le job de Londres encore. Enfin, c'était compliqué. Mais bon, j'ai appris beaucoup de choses comme ça. Et puis, quand je suis partie d'EMI et que j'ai voulu lancer ma boîte, je suis partie direct chez l'IRMA. J'ai pris les crédits que j'avais dans le cadre du plan social. Et je me suis formée. Logique. J'ai fait la formation, j'en ai fait au moins 3. Création d'entreprise dans le milieu culturel. Édition, management. Donc c'était très raccord avec tu vois. Et ça c'était en 2009 et c'est là que j'ai rencontré Maud d'ailleurs. D'accord. Donc voilà, on s'est rencontrés dans une formation Irma. Coucou Irma, on vous adore. Et ça c'était en 2009, tu vois, et donc de monter le truc 4 ans plus tard avec Maud, c'est parce qu'on avait noué une bonne relation et qu'on s'appelait tous les 6 mois, quoi. Tiens, salut, t'en es où sur tes trucs? T'as besoin d'un coup de main? On s'est changé des trucs. Enfin, c'est très constructif. Ouais. Et voilà, donc ça posait les jalons. Mais donc je me suis formée. Et puis après, globalement, il y a eu beaucoup de trucs sur les outils un peu numériques. Moi, j'avais pas de budget sur mes artistes en développement. Et que voilà, donc est vraiment super indé. Donc je me prenais tous les vendredis après-midi pour aller geeker. Donc je voyais des trucs, je faisais le tour il n'y avait pas encore 10 000 hackathons. Maintenant il n'y en a plus, mais c'était le début. Et donc il y avait plein de startups super intéressantes que je testais vraiment, et partant du principe que ces boîtes-là avaient besoin d'utilisateurs pour roder leurs trucs avant de pouvoir facturer. Et nous, on avait besoin d'outils gratuits et on voulait bien servir de cobaye. Et du coup, ça m'a permis cette hygiène de tout de suite repérer un peu des trucs utiles que j'ai mis dans le livre, l'artiste, le numérique, la musique. Mais cette espèce d'hygiène de travail, je l'ai gardée. Donc j'ai moins le temps de faire une après-midi entière. C'était le rêve, quoi. Mais cette idée de tester des outils, puis de me former, et puis de learning by doing, comme on dit, donc faire apprendre en faisant, ça a été mon truc. Après, je lis énormément. Je me rends compte sur Twitter beaucoup, mais entre les newsletters auxquels je suis abonnée, le fait de faire de la veille pour mes cours à la fac, pour aussi, vu la diversité de sujets, mais aussi pour les mémoires que je dirige de mes étudiants et étudiantes. Je suis tout le temps, trop peut-être, en train de lire des trucs, de prendre le pouls du truc, donc que ce soit de l'analyse, de la réflexion, de la projection.
j'ai pas le temps d'écrire autant que je voudrais, que ce soit des articles ou même mettre à jour le livre et tout ça, même si ça va, j'ai écrit a priori un livre papier qui se met pas trop à jour, sauf quelques trucs qui se mettent à jour autrement, mais via les formations qu'on fait. Voilà, donc, mais c'est vrai que du coup maintenant je me forme sur le tas à nouveau, sauf si je vais me lancer dans un nouveau type de métier, genre je sais pas, si je me mettais à faire du live, voilà, évidemment voilà, mais retour à l'IRMA, je pouvais pas le faire. Voilà, oui, mais aussi avec des partenaires, par exemple, que ce soit pour Maud ou pour Clara en tant que formatrice, elles ont suivi la formation de formateur assurée par Sarah, justement, Batteguet. D'accord. Voilà, moi je pouvais pas la faire parce que j'étais pas là, j'étais pas dispo malheureusement, mais voilà, typiquement, j'adorerais faire des choses comme ça. C'est important d'avoir du recul sur ce qu'on fait. Absolument. Voilà. Donc après, si les artistes, même les gens qui sont voilà, les partenaires d'artistes, quand ils viennent se former en formation, même en atelier, parfois c'est pas une formation professionnelle sur 3 semaines, ça peut être un atelier de 3 heures, c'est hyper important et ça permet aussi, parce que après il y a des formations individuelles, mais même souvent c'est collectif, et d'arriver à se former. Si vous avez des crédits de formation, mais prenez-les, parce que ça vous permet d'apprendre et c'est je vais faire ça à la québécois, c'est de l'empouvoirment, empowerment, quoi. C'est que ça vous permet de vous approprier des trucs et de ne pas dépendre de tiers. Moi, si je pouvais, je me formerais en vidéo, en graphisme, en plein de trucs, en fait. Je me suis toujours dit, avant qu'il y ait Internet vraiment, que quand j'aurai 60 ans, j'irai faire l'université du 3e âge en philo ou dans des trucs où il n'y avait pas la pression des notes. Mais bon, voilà, je suis sûre que je le ferai. J'ai encore un peu de temps. Un peu. Mais ouais, l'idée, c'est de se former. 20 ans, mais quand même, on fait plein de trucs en 20 ans, mais c'est surtout le fait de se former, ça permet d'apprendre sur soi, ça permet d'apprendre des autres, ça permet de découvrir des choses, et franchement, c'est trop cool qu'en France, il y ait encore un système qui permette ça. Parce que dans d'autres pays du monde, c'est la lutte, quoi. Donc, en France, on a des crédits formation. Après, oui, les choses ont changé, il y a des réformes, c'est un peu galère. Mais globalement, on peut se former. On génère des crédits formation, on peut se former tout au long de la vie. C'est inestimable, c'est génial. Et même pour les indépendants, moi je siphonne mon fonds FIFPL. L'année dernière, ça a été pour l'IRMA, donc édition et management. Cette année, profession producteur. Que j'ai pas pu faire en mois de janvier parce que moi FIFPL m'avait pas donné la réponse, donc du coup j'ai pas pu y aller, et puis là du coup avec le confinement, ce qui se passe, voilà. Donc reporté. Par contre, je pars chez Pharmacie Mo normalement, si ça tient toujours, en mai, mais je crois qu'ils sont en train de voir par rapport aux ateliers en ligne, donc peut-être que ce sera parce qu'on donne des formations en mai chez Pharmacie Mo aussi, donc bah moi ce sera du coup sur les subventions. Non, c'est pas celle qu'on fait. Crédit d'impôt, phono. Bah oui, ça tu vois, typiquement, j'ai hâte de pouvoir faire ça. J'ai pas eu l'occasion ni besoin, mais c'est typiquement le genre de choses. C'est un métier, ça s'apprend, et puis ça permet de changer le regard qu'on a sur nos métiers, quoi. Et d'ailleurs, dans la Nouvelle Onde, c'est ça que je trouve cool, c'est que on a 2 promos, donc 78 personnes, presque 80 personnes de moins de 30 ans, qui ont juste quasiment tous les métiers, quoi. Donc quand on voit un peu les retours des gens, les métiers, les dialogues qui se mettent en place à travers cette promo-là, c'est hyper enrichissant, parce que du coup, et à travers le podcast de la Nouvelle Onde, c'est ça aussi qu'on fait, c'est-à-dire que c'est l'idée de leur permettre de montrer comment ils et elles sont dans une posture professionnelle, et que c'est pas juste des gens jeunes. Qu'est-ce que ça veut dire jeune? C'est le dénominateur commun, parce que c'était des gens que personne ne voyait du fait de leur jeunesse. Là, maintenant qu'on sait que la jeunesse, ok, ça a été le critère, mais en fait, ils et elles font des trucs de malade. Maintenant, c'est arrêter de voir l'âge. Dites, en dépit de ce jeune âge, qui soi-disant fait qu'on n'a pas encore fait grand-chose, ces personnes ont fait des trucs de dingue, continuent de faire des choses de dingue, et vraiment, mais allez les voir, quoi. Intéressez-vous à eux et à elles, et le podcast, tout comme les portraits, tout comme là, on a publié un article lundi sur un peu toutes les solutions hyper ingénieuses, créatives, généreuses qu'ils ont et qu'elles ont inventées pendant le confinement. C'est des gens qui sont généreux, qui n'arrêtent jamais. Donc ça, c'est un peu ça l'idée, et il y en a qui se forment, il y en a qui forment, et puis tu parles de la formation, il y a aussi le fait de dialoguer avec des gens et de poser des questions, et de pas avoir peur de poser des questions. On ne peut pas tout savoir.
Bien On sûr. peut pas tout savoir. Et On puis peut se sinon, spécialiser sur un truc. s'ennuierait si on savait tout, ce serait nul. Oh mais oui. Et franchement, même le fait d'être prof, en plus d'être formatrice, c'est pas pareil en formation initiale. J'ai pas des slides dans mes cours. C'est beaucoup plus libre. C'est-à-dire que le format formation professionnelle continue, c'est des slides, c'est un programme sur 7 heures, on a un plan, etc. Sur mes cours, mes étudiantes diront, j'ai un tableau, j'écris plein de trucs au tableau, mais c'est un fil conducteur avec des points clés et puis paf, et j'adapte toujours à ce qui se passe à ce moment-là. Et je suis beaucoup plus libre, mais c'est un format de 2 heures. Ok. Et c'est pas un format 7 heures ou 14 heures. Donc c'est 2 heures plus 2 heures. Être sur les bancs de tes cours. Je peux t'envoyer ma bibliographie déjà si tu veux. Oui. Oui. Elle est longue. Je devrais peut-être la mettre en public d'ailleurs parce que franchement, oui. Pas l'alimenter. Ouais, je vais faire ça. Ouais. Okay. Je crois qu'il y a un truc qui s'appelle Pearl Tree, un truc comme ça. Oui. Je connais le fondateur. Ouais, un des fondateurs, mais c'est un pote de pote. Okay. Oui, c'est super. Oui, voilà, tu mets ta biblio au fur et à mesure, quoi, et c'est en ligne. Ouais, et après c'est le truc par centre d'intérêt, mais en fait, je crois que souvent, les gens, en fait, ils veulent des trucs plus simples. Je pense que sur le site anmlelivre.com, qui est le site je pense du que livre, tu peux simplement faire un article. Je pense que je vais rajouter... Non, je vais juste rajouter un document PDF que les gens peuvent télécharger. Puis comme ça, c'est plus avec des liens cliquables. Ça fait quelques pages quand même. Mais que je mettrai à jour au fur et à mesure. Ou un Google Doc, on verra. Ou une newsletter. Oui, non, mon Dieu, encore une. Mais oui. Voilà. Mais c'est de se former, et surtout de poser des questions et d'accepter que voilà, on a des choses à apporter à tout le monde et on a des choses à apprendre de tout le monde. À partir de là, c'est que du bonheur. Mais oui. Vu qu'on parle de biblio, est-ce qu'il y a un livre en plus du tien à conseiller là tout de suite maintenant aux auditeurs qui déchirent tout? Sur quel sujet? C'est ça le... J'ai envie de dire, je vais répondre par. C'est moi qui pose des questions, c'est pas toi. C'est ma technique. Je vais répondre à une question par une question. Non, je vais répondre par une pirouette. Vous allez sur le site de l'IRMA et vous regardez les éditions IRMA et il y aura le livre qu'il vous faut, forcément. Oui. Monter son label, les éditions, production, spectacle, circulation internationale des artistes, musique à l'image, il y a tout. Contrat de la musique. La billetterie. Oui. Les contrats, négocier un contrat d'artiste, enfin il y a tout en fait. Donc et c'est fait pour. Donc si je devais répondre, allez dans la collection les métiers livres pratiques de l'IRMA. C'est un éditeur musique pro. Ouais. Donc sinon après en dehors je recommande. Oui, voilà, mis à jour. Et après sinon après il y a des livres super intéressants de contexte autour de l'industrie musicale. Il y a le livre de Sofian Fanen, du MP3 à 10 heures, la musique libérée, boulevard du stream. Il y a aussi les options qui faisaient sur les jours. Mais il y a aussi, comment ça s'appelle, c'est un livre qui est sorti il y a peut-être une petite dizaine d'années, mais qui est génial, ça s'appelle Culture Jeune. Je retrouverai, mais Culture Jeune, c'est un pavé de 1000 pages poche, mais génial. Okay. C'est un roman qui suit en même temps les personnages, toute l'industrie musicale, depuis les genres musicaux, les tendances sociétales. Est-ce que ces genres musicaux ont nourri dans la société des années 50 jusqu'à aujourd'hui, avec une espèce de fil d'Ariane qui est le groupe Taxi Girl. Donc, je n'en dirai pas plus, c'est génial. Je l'ai lu en 3 nuits, c'était trop bien. Donc voilà, trop bien. Donc voilà. Après, sur des trucs pratiques, l'IRMA. Yes, ok. IRMA.asso.fr. Est-ce que tu as encore un petit peu de temps pour qu'on parle de la LNO ou non? Je dois faire vite, mais je veux en parler, parce que c'est important. Allez. Alors, moi, j'ai pas de questions particulières parce que je suis une grande fan du podcast et du programme et voilà, j'adore beaucoup l'initiative et j'aime beaucoup cette communauté, ce sentiment de pas être seule, parce que beaucoup, et d'ailleurs on en a parlé aussi avec Sarah dans l'épisode, c'est qui est mentor. Qui est mentor, c'est vrai. Le sentiment de solitude qui rend précaire un projet et qui du coup est un espèce d'engrenage aussi de précarité et de pas avoir confiance en soi, enfin tu sais le truc obscur, etc. Et de pouvoir mettre en place des choses comme ça, c'est inspirant. C'est porteur, vraiment. Non, mais c'est très sincère parce que
Moi, j'ai passé mon été avec le podcast. J'ai passé Cool. mes formations avec tes livres et aussi ceux d'Irma, parce qu'il n'y a pas que toi dans Oui. ma vie quand même. Ah mais non, je suis rassurée. Non, je m'inquiétais pas. Non, ça va. Mais voilà, et donc moi, ça m'a permis de me construire et de cultiver mon cerveau et de pouvoir prendre du recul sur plein de choses. Et ensuite, de faire ma popote aussi, parce qu'on vient avec son T'as été bagage. voir un peu les profils des gens De la LNO? de la Nouvelle-Onde? Ouais. Alors, pas cette année, parce que j'ai juste pas pris le temps du tout de le faire. Oui, non, mais la première année, oui. Ouais. Ouais, cool. Et il y a des gens, il y a de tout. Et c'est ça qui est super. Ouais. C'est qu'en fait, il n'y a pas de barrière. Encore une fois, c'est la limite, c'est le ciel. Ouais. Tu vois? Et c'est intéressant parce que, en gros, l'idée, c'était de décloisonner. Okay. Donc, tu dis, il n'y a pas de barrière, c'est des gestes barrières, mais pas de barrière. Ouais. En gros, l'idée, c'était de se rendre compte. Je me suis rendu compte de plusieurs choses. La première, c'était que il y a le syndrome du sandwich. C'est-à-dire que avant 30 ans, on ne voit pas. Ouais. Et le jour où tu as 30 ans, c'est peut-être encore pire en tant que meuf, ou c'est peut-être encore pire quand t'es racisée, ou etc. Mm-hmm. C'est que à 30 ans, on te dit oh, voilà, mais dépêche-toi, parce que tu as quand même des jeunes super qui arrivent là, et t'es là, mais j'étais là. Tu m'as pas vu. Donc, ça, c'était un premier truc. La deuxième chose, c'est que la transmission et la transition de la filière n'ont pas du tout été pensées. Mm-hmm. Donc, c'est un peu problématique parce que quand on a une transformation numérique et une transition économique, industrielle, écosystème, ou ce que tu veux, et qu'on pense pas à la question des générations, c'est quand même un peu dommage. Mm-hmm. Et l'autre chose, c'était effectivement, et Sarah en parlait bien, c'était qu'il y a une logique industrielle, business, mm-hmm. et une logique artisanale, associative, publique, et privée de l'autre côté. Et donc ça, c'est le truc à décloisonner, qui est peut-être le plus dur parce que c'est vraiment des cultures différentes. Mais l'idée de la Nouvelle-Onde, c'était effectivement de décloisonner par métier, décloisonner par genre musical, décloisonner par statut. Tout le monde n'est pas salarié, tout le monde n'est pas freelance, tout le monde n'est pas gérant. Tout le monde... En fait, je me suis rendu compte qu'il y a plein de gens qui ont plein de statuts différents et que, bon, moi j'en ai plein. Moi je suis autrice, donc j'ai des droits d'auteur. Je suis maîtresse de conf à la Sorbonne, donc je suis salariée de la fonction publique. Je suis gérante de ma boîte, donc avec des activités, mais voilà, gérante, tu vois, et en même temps, je suis présidente d'une association, la Nouvelle-Onde, donc qui est une association qui est bien distincte de mes activités lucratives, quoi. Okay. Donc, c'est 4 statuts complètement différents qui font que j'étais sûre que j'étais pas la seule. Et c'est pour ça que les catégories qu'on a lancées sur les prix à l'anneau sont des catégories pas par métier, mais des catégories par profil, en fait. Donc, je choisis tout pour des gens qui sont exactement dans cette même situation. J'innove pour des gens qui sont sur de l'innovation, mais pas forcément que tech. En fait, écolo, solidaire, économie sociale, ce que tu veux. Comment tu transformes la filière, en fait. J'explore. C'est pas que de l'export. Ça peut être de l'import, ça peut être travailler avec l'international. Casser les frontières, justement. On en a bien besoin encore. Je gère pour des gens. Il y a plein de métiers plus traditionnels de la filière. Et ces métiers-là, il y a des gens qui gèrent, qui sont producteurs ou productrices de spectacles, qui sont, genre chez Billy Boat, qui gèrent des budgets énormes, qui ont moins de 30 ans, qui gèrent 25 personnes dans une équipe. Ça, c'est je gère. C'est pas le truc innovant, mais c'est, tu gères, quoi. Et cette année, la catégorie artiste-entrepreneur, parce qu'on s'est rendu compte que déjà dans la première promo, alors qu'il n'y avait pas cette catégorie, il y avait des artistes-entrepreneurs, avec toute la variété, la palette de définition de ce que ça veut dire. Il faut écouter le podcast dédié, on en parle pendant 1 heure. Mais du coup, à partir de là, on s'est rendu compte que ça amène plein d'échanges, plein de choses en commun, en fait, plein de collaborations et une espèce d'énergie de gens qui se disent « Ah, je suis pas seule, et je suis pas le ou la seule non plus ». Et il y a des collaborations, et ça me fait hyper plaisir, parce qu'en fait, tant que les gens restent humbles, parce que c'est ça aussi l'idée, c'est pas non plus de faire du jeunisme et de dire dès que t'as plus de 30 ans, t'es vieux, t'es vieille, c'est fini. Tu vois, je suis bien placée pour le savoir, j'ai 40 ans, donc, mais c'est surtout de se dire l'âge, voilà, de la même manière que je veux pas qu'on discrimine quelque part les gens parce qu'ils ont moins de 30 ans, je veux pas qu'on discrimine les gens parce qu'ils ont plus de 30 ans, plus de 40, plus de 50 ou plus de ce que ça veut dire, quoi. Parce qu'après, tous les clichés sur digital native, bon, après ça c'est un discours médiatique, etc. Mais finalement, moi ce qui m'intéresse avec la Nouvelle-Onde, c'est que les gens s'intéressent à chaque personne
Et c'est pour ça que je les appelle des talents. Il y en a qui sont lauréates. Il y en a qui sont 32-30. En fait, toutes ces personnes-là se sont retrouvées dans la shortlist des mentors. Ok. Parce que j'ai voulu faire un truc aussi le plus divers, le plus filtré possible, où il y a filtré dans le sens où il y a 2 filtres. C'est-à-dire que tu candidates, il n'y a pas de photo. On te demande pas ta photo. On te demande juste ta date de naissance, ton nom, ton prénom, parce qu'il faut bien savoir qui t'es et si t'as bien moins de 30 ans. Voilà. Mais c'est tout. Et après, c'est que des questions sur ce que tu fais. Tu peux rajouter des pièces jointes, mais en gros, à la base, on ne sait pas à quoi tu ressembles. Il n'y a pas de, déjà ça, c'est hyper important pour moi. En plus, bon, évidemment, tout est paritaire. C'est un mec, une meuf par catégorie qui est primé au prix LNO. Mais même dans les 32-30, eh ben, c'est 15 et 15. 15 mecs, 15 meufs. Ça, c'est sûr. Troisièmement, le fait est que, donc, on te demande, en fonction des catégories que tu coches, auxquelles tu candidates, parce que tu peux candidater aux 5 catégories si tu veux, en quoi tu as innové, en quoi tu as exploré, en quoi tu gères, en quoi, etc., tu as choisi tout, etc. Et ça, c'est de l'expression libre, donc ça dépend de ce que toi tu remplis, tu vois. Et c'est ça qui est transmis au mentor de chaque, que je choisis effectivement, parce que c'est des personnes de moins de 40 ans, parce que je veux que ce soit la génération juste après. Qui soit capable qui incarne cette catégorie et qui soit capable de choisir et de faire un top 5 hommes, un top 5 femmes en fonction de cet ADN-là, on va dire. Et ça, c'est ensuite transmis au jury, dont je fais partie. Il y a 9 autres personnes, jury paritaire, avec des gens de tous les âges, de tous les genres musicaux, de tous les métiers, de tous les statuts. Et c'est ça qui fait que cette diversité-là, on ne loupe pas. Tu vois, on loupe personne et on se retrouve à identifier effectivement, ah oui, machin du classique, ce parcours-là, on peut l'évaluer pour ce que ça vaut. Et pas dire, ouais, je connais pas. Parce que c'est le problème, c'est les angles morts. Donc, d'avoir ça, c'était hyper important pour moi. Quand je compose le jury, il y a des gens qui sont en rotation, c'est pas toujours les mêmes, etc. Et c'est hyper important, même dans les partenariats qu'on construit, notamment avec les régions, parce que je voulais, pareil, cette année, déjà deuxième année, on a 50% de gens qui viennent de régions. Ou de l'étranger. Et c'est hyper important, beaucoup de Lyon, j'avoue, mais parce qu'ils ont bien joué le jeu, et les partenariats continuent, mais c'est hyper important pour qu'on s'assure que non, le futur du music business, de la filière, c'est pas du business, c'est pas un mec blanc dans un label avec plein d'argent, c'est pas ça. Et à Paris, non. Non, il y a des gens qui viennent de banlieue, et puis il y a des gens qui viennent de région, il y a des gens qui sont français, qui bossent de l'étranger, et puis il y en a qui sont en France et qui sont étrangers. Et c'est très bien. C'est pas un truc sur nationalité non plus. Donc tout ça, c'est hyper important. Et c'est pour ça qu'après, au fur et à mesure, j'ai développé des partenariats, des trucs avec Unique Conseil sur le recrutement, les gens qui veulent le développement de carrière, Cura Collectif sur la santé mentale et le bien-être, évidemment chez Setso sur les femmes, sur la parité, Agissons sur la gestion sonore, la prévention sonore. Enfin, c'est hyper important sur des carrières durables. Mais aussi, Fabrice Enoch sur un volet innovation et financement dans l'innovation. Il y a d'autres trucs qui arrivent, on va voir avec le confinement, mais il y a plein de choses et c'est vraiment l'idée de se dire on recrée une espèce d'écosystème, et je parle d'écosystème et de filière idéale, je parle pas d'industrie, parce qu'il y a de tout et je veux que le public et le privé se parlent et que les gens, le métal et l'électro se parlent et en fait tout le monde se parle et c'est ça qui est cool. C'est ça qui est cool, c'est que tout le monde se parle et tout le monde s'apprécie, dans le sens apprécier, se respecte. Je ne demande pas que les gens soient super potes et que ce soit la colo, non, mais les gens se découvrent et les gens s'ouvrent aux autres. C'est pas la Nouvelle Onde, c'est pas que vers soi. C'est que oui, on les met en lumière, on les met en valeur et on les met en réseau. On a mis en place un truc avec, c'est des dons, donc quand les gens font des dons ou adhèrent à l'association, on a eu un budget pour faire une séance photo avec une photographe qui s'appelle Hortense Giraud, pour avoir une photo pro. Tu vois, parce que c'est ça qui manque. On les recommande sur des panels. Ah oui, j'ai oublié de dire, j'étais au comité éditorial du Mama, pardon. Mais voilà, tu vois, voilà. Mais bon, sur des panels, on les recommande. L'idée, c'est de les pousser, en plus de ce qu'ils font déjà tous et toutes dans le monde, mais que eux-mêmes, quand ils rendent et quand ils tendent la main aux gens qui viennent d'après sans faire genre, ouais, moi je suis la première promo. Enfin, non, tu vois, cette humilité-là, elle est pour moi hyper importante, parce que le jour où t'as plus d'humilité, ça marche pas. Et si jamais un jour la Nouvelle Onde ça devient des gens qui se la pètent, franchement j'aurais raté le principe. Et l'idée c'était de valoriser. Au départ je voyais mes étudiantes, c'est des gens formidables quoi. Donc c'est ça un peu l'idée. Donc franchement c'est assez simple.
tu vois. Et l'idée, c'est qu'on a des gens qui ont été lauréats ou qui sont 30 de moins de 30, qui disent « Oh, je m'y attendais pas du tout ». Mais pourquoi tu t'y attendais pas? Objectivement, tu as un parcours incroyable. Mais souvent, c'est qu'ils se disaient bah, j'ai machin de Paris que je vois partout. Ouais, mais ce que machin a fait, c'est très bien, mais toi, c'est très bien aussi. Et si je peux passer un message, mesdames, s'il vous plaît, candidatez, parce que quand non mais c'est vrai, on est moins nombreuses. Non mais c'est plus poussif pour que les femmes candidatent, et quand elles candidatent, on se rend compte que le niveau est tellement élevé que c'est criminel de pas candidater. Ok. Voilà. J'espère que le message passera. Donc on repasse avec la voiture balai, genre chez cette sauce, en mode tu vas candidater, oui, mais c'est important. Parce que et puis parfois c'est pas le bon moment. Voilà, il y a des gens qui ont candidaté. Non, il y a personne qui a c'est très bizarre. Il y a des gens qui n'ont pas été pris la première année, qui n'ont pas recandidaté. On a eu 100% de nouvelles candidatures. Ça c'est d'accord. Ça c'est fou. Je m'y attendais pas du tout. Mais j'espère qu'avec le temps, les gens vont candidater. Il n'y a pas de limite. C'est pas comme le permis, au bout de 5 fois, tu dois tout recommencer. Ouais. C'est pas ça. Donc, non. Après, la limite, c'est 30 ans. Donc, si t'as 22 ans, t'as le temps. Ouais. Que tu vas candidater dans 3 ans, ça aura peut-être plus de sens. Faut que ça ait un sens. Faut que ça corresponde à un truc où, voilà, moi, ce qui me fait toujours le plus plaisir, c'est quand on sent que les gens vont mettre on leur demande pas, hein, mais si les gens s'impliquent et de vraiment se rendre compte de tout ce qui leur est apporté pendant un an, même si évidemment on reste en contact, mais chaque promo est mise en valeur, c'est 40 personnes, une intensité, une accélération qui se fait pendant un an, et derrière ça, après c'est une communauté qui s'agrandit de 40 personnes chaque année, enfin 40 personnes, en fait c'est 50 personnes parce qu'il y a le membre du jury, les mentors, etc. Ouais. On évite, donc c'est assez exponentiel. J'apprends aussi moi à gérer un réseau, une communauté, ça c'est vraiment en grandeur nature, mais on fait plein de choses, et l'idée c'est ça. Donc, mesdames candidatez, s'il vous plaît. Ça donne vraiment envie. J'espère. T'as bien vendu le truc, c'est bon. C'est mon métier, je fais mon job. Oui. Je fais mon job, ouais. Et le podcast, il est censé revenir quand? La saison 2, du coup? On devait commencer à l'enregistrer en avril, là, mais c'est un petit peu compliqué avec tout ce qui se passe, parce que c'est quand même 5 personnes. On a 8 thèmes, qui sont 8 thèmes différents de la première saison. On a management, édition, studio, on a les financements, on a le rapport au territoire, on a les gens qui gèrent des trucs vraiment admin, etc. On a quoi d'autre? On a les studios, le son, le rapport, les nouvelles manières de découvrir le son, le storytelling, et je crois que c'est bon. C'est déjà pas mal, hein. C'est un chouette programme. Ouais. Donc voilà, le truc c'est qu'il y a des gens qui peuvent. Alors on a les subventions du CNV qui est maintenant le CNM pour ça, donc c'est hyper important. On fait ça chez Radio Néo qui sont super et que je vous invite à écouter de manière générale parce qu'ils sont trop bien. Et du coup, il faut logistiquement, il faut qu'on organise ça. Donc peut-être que je vais tout enregistrer d'un coup en juin, si on peut se déplacer, ou début juillet pour balancer ça, peut-être courant jusqu'en septembre en fait, je sais pas. Bon. Ok. Voilà, le délai sera là, mais on va le faire, ça c'est sûr. J'ai trop hâte. Très cool. Voilà. Ok. On a fait un gros tour et encore, j'aimerais tellement poser d'autres choses pour avoir encore plus de conseils à donner aux personnes qui nous écoutent, ne serait-ce qu'en termes de base de strat ou en termes de comment créer les bases de sa présence en ligne et pourquoi, enfin tu vois. Mais dans ces cas-là, pour ceux qui veulent en savoir plus, achetez le livre d'Émilie. Oui, il est disponible en e-book, sachez-le. Ok. En ces temps de confinement. Oui, ça peut être pas mal, effectivement. Voilà. Ok. Et puis, non, et après, si ça intéresse les gens, on fait une newsletter mensuelle sur New Agency qui est très courte. D'accord. Genre 5 ou 6 trucs max avec une interview, une information, mais surtout un peu le summum de la veille du mois. Et puis, sur les réseaux sociaux de New Agency, sur vraiment tout ça, on fait 2 articles qu'on partage par jour en moyenne, sur Twitter, peut-être un sur Facebook. Et puis, sinon, oui. Après, ils peuvent s'abonner à mon compte Twitter. Je fais de la veille des trucs aussi sur mon compte Twitter perso. D'accord. Ok. Voilà. Je mettrai tous les liens, du coup, dans le texte de l'épisode. Parce que, oui. J'ai pas encore créé les articles, hein, on le sait. Mais c'est bien. Ça arrive. Soyez patient un petit peu. Tout à fait. Mais ok, je mettrai tout ça. Moi, j'attends de pied ferme ta biblio.
Oui, je vais te l'envoyer. Je vais mettre aussi en lien ton article pourquoi les artistes ne sont pas des startups. Oui, c'est en anglais. Ok, allons-y, soyons fous. Et puis les liens des épisodes de La Nouvelle Onde aussi, le podcast. Avec plaisir. Ouais. Voilà. Sinon, c'est lanouvelleonde.com/le-podcast. Ok. Il y a tout. Yes, parce que moi, ça m'a beaucoup aidé et c'est hyper complémentaire. Et donc, voilà. Pourquoi pas se refaire un de ces quatre, un épisode peut-être un peu plus technique comme Market Strat. Avec plaisir. Cool. Avec plaisir. Il y a toujours beaucoup à dire. Oui. Et c'est surtout pas le cœur de la guerre, mais le cœur du projet. Et donc, il y a plein de questions tout le temps à ce niveau-là. Il y en a une, par exemple, qui m'intéresse de faire et on ne peut pas la faire tout de suite, mais quand le confinement sera terminé, c'est comment émerger et comment faire de l'argent quand on est artiste et quand tout le monde fait du live stream et gratuit. Ça va être voilà, comment émerger et comment ouais, ça va être il y a plein de choses qu'on ne sait pas encore. Non. Mais ça fait partie des questions que je me dis, c'est comment les gens qui émergent de la période de confinement, est-ce que ça va se traduire et se prolonger en dehors de la période de confinement? Pas forcément. Comment tu émerges en ligne quand tu n'as plus de concerts? Comment tu reviens à la normale si tu reviens à la normale? On ne sait pas. Ça va être un petit territoire d'observation. Oui, effectivement, et très très pertinent puisque bon nombre de lives et moi-même j'ai monté avec une copine Lucie ce qu'on a appelé le CoFest festival. Oui. Voilà. Où c'est un festival en ligne collaboratif, musique, bien-être et culture. Et donc, ça a mis un petit peu de temps à se lancer parce que mise en place, explication, par où est-ce qu'on commence, parce que tout a été fait comme le confinement de précipitation. Bah oui. Mais oui, du coup, vu que tout se passe en live pour tout le monde, comment est-ce qu'on va pouvoir se sortir de chez nous et faire perdurer quand on n'aura plus le temps aussi. Oui, c'est sûr qu'on aura moins le temps d'écouter, de rencontrer, de communiquer sans doute, parce qu'on va reprendre un train-train à 1000 à l'heure. Puis l'économie de tout ça, quoi. C'est... Mais la guerre. C'est ça, et c'est vrai que c'est très intéressant comme questionnement. Au plaisir de on en reparler quand tu veux. Ouais, ça marche. Ok. Ça me va. Est-ce qu'on a un truc rapide à ajouter ou est-ce qu'on est tout bon, en tout cas pour cet épisode? Non, merci beaucoup. Ça m'a fait très plaisir. Mais merci à toi. Donner la parole à des gens différents. Longue vie à Just In Tune, c'est important. Yeah. Et puis oui, c'est bien. Et puis voilà, faut croire en soi, quoi. Yes. Merci beaucoup, Émilie, pour toutes les infos. Oui. Avec plaisir. Il faut le noter. Mais je crois que j'ai déjà le titre de l'épisode. Ce sera surprise, mais quoi que les barrières sur la tête, c'est pas mal. À voir. À voir. Les gestes barrières sont dans les mains. C'est ça. Et les barrières sont dans la tête. Voilà, écoute. Ça c'est fait. Super. Non, c'est bon. On a tout ce qu'il faut. Voilà, ça marche. Merci beaucoup. Et à très bientôt. Merci à toi. À très bientôt. Merci, Justine. Salut, Émilie. Bye bye. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à partager le podcast à une personne qui souhaite se lancer dans l'industrie musicale. Si vous aimez le podcast et son contenu et que vous souhaitez me soutenir, rien de plus simple. Il suffit de commenter, de mettre des pouces en l'air, de me donner des étoiles sur Apple Podcast, de suivre les réseaux sociaux du podcast et de vous y abonner sur Facebook, Instagram et Twitter au nom de Just In Tune. Si vous avez des questions, si vous avez des idées pour les prochains épisodes, n'hésitez pas à me laisser votre message en commentaire ou alors directement sur l'adresse mail hello@justintunes.com. Merci d'avoir pris le temps de m'écouter et à très vite pour le prochain épisode du podcast Just In Tune.